Donc, je m'appelle Alexandre Pierre, je suis un des vice-présidents de l'ANJMIR, donc l'Association nationale des jeunes médecins intensivistes réanimateurs. Et donc, je suis accompagné par Farah Mesli et Anaïs Curtio. Je vous laisse vous présenter également. Bonjour, moi je suis Anaïs Curtio, je suis MIR à Strasbourg et je fais partie donc du bureau de l'AngemiR avec Alexandre. Bonjour, je suis Farah Mesli, je fais partie du bureau de la JPO2, l'association des jeunes pneumologues. Et donc, on a le plaisir à trois de vous accueillir pour ce webinaire ce soir, il est 19 heures. Ce webinaire consacré du coup à la pneumopathie interstitielle diffuse en soins intensifs, donc co-organisé avec la JPO2, donc l'association des jeunes internes et chefs en pneumologie. Et on a le plaisir de recevoir des orateurs de qualité pour cette visioconférence. Donc, Ah, il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de son. vous m'entendez de votre côté? Oui, Moi, tout c'est à fait. bon. Mm. Ouais. Bah, peut-être vérifier le son de ton C'est ordinateur. bon. Ok. Oui, c'est un commentaire. Bon. Très bien. Euh, donc super que vous puissiez être autant connectés ce soir pour ce webinaire. Donc, euh, on va donc débuter ce webinaire tout d'abord. Vous avez vu le programme, l'APID, l'orientation diagnostique en soins intensifs. C'est le docteur Pierre Le Guen qui débutera ce webinaire. Puis après, une prise en charge plus spécifique en soins intensifs avec le docteur Aude Gibelin. Et enfin, discuter de l'indication en super urgence de la transplantation avec le docteur Vincent Bunel. Donc, ce webinaire sera enregistré, rediffusé sur nos sites internet respectifs. Donc, on vous invite à mettre les micros sur off. À chaque fin de topo, donc c'est à peu près 20 minutes par orateur, il y aura un temps de 5 à 10 minutes pour les questions. Donc, on vous invite à écrire vos questions sur le chat ou alors, et on les transmettra aux orateurs à la fin du topo. Vous pouvez les questionner aussi à l'oral en levant la main et on vous donnera la parole si c'est possible sur ces moments de discussion. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose du coup d'accueillir le docteur Pierre Le Guin. Et donc, Farah, je te laisse euh, présenter ce premier orateur. Bon, merci beaucoup à Dr Le Guen d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc, Dr Le Guen, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est PH au sein du service de pneumologie A à l'hôpital Bichat à Paris. L'hôpital Bichat, c'est un centre de référence de maladies pulmonaires rares. Et Dr Le Guen va pouvoir nous partager sa vaste expérience et sa grande expertise dans le domaine de la pneumopathie interstitielle diffuse et notamment sur le thème de l'orientation diagnostique dans l'EPID en réanimation. Merci Je ne sais beaucoup. pas si Bah, Pierre, tu vous, peux partager ouais. euh, ton, ton diapo, si tu nous entends. oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Parfait. Ou c'est moi qui ai un problème technique. Non, on t'entend très bien aussi, Farah. Hop. Alors, c'est bon. Ouais. Alors, tout d'abord, bah, merci beaucoup de m'avoir invité déjà sur un thème que j'apprécie particulièrement, puis avec d'autres orateurs que j'apprécie aussi particulièrement. Je suis très content de pouvoir vous présenter ce topo. Je vais commencer sans plus attendre. C'est assez dense. On imagine bien, pneumopathie interstitielle diffuse, ça regroupe un certain nombre d'étiologies. Je vais essayer de m'appuyer sur une démarche assez pratique. Ça fait malgré tout un peu catalogue parfois, j'en suis désolé, mais on va essayer de rendre ça intéressant et interactif. Alors d'abord, je voudrais rappeler la notion de temporalité qui est importante quand on aborde cette thématique. Les pneumopathies interstitielles aiguës, elles s'installent sur quelques jours et quelques semaines. C'est vrai que du coup, la dyspnée est au premier plan. Généralement, c'est les patients qui sont hypoxémiques et c'est les patients qu'on voit dans ce cas-là en soins intensifs. L'APID chronique, à l'inverse, c'est une dyspnée c'est une maladie qui s'installe sur plusieurs mois, plusieurs années. Les patients qui viennent à une dyspnée chronique, c'est plutôt des patients ambulatoires de consultation. Alors,
d'emblée, on comprendra que les malades qui ont une maladie chronique peuvent présenter une maladie aiguë, et puis à ce moment-là, bah, ça recoupera un certain nombre d'étiologies. Euh, En préambule, deuxième préambule, parce que je ne détaillerai pas toute l'infectiologie pulmonaire dans ce topo, mais toute pneumopathie interstitielle aiguë fébrile est, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme une infection. Et c'est la première chose à rechercher, notamment en fonction du statut immunitaire du patient, alors qu'il soit connu ou supposé. Là, je vous ai mis deux exemples. Vous voyez une pneumopathie interstitielle en verre dépoli. Il y en a une avec un pneumomédiastin et un pneumothorax bilatéral. La deuxième, on peut voir qu'il y a des petites lésions, peut-être kystiques. Les deux, c'est des pneumocystoses sur des révélations de VIH dans des contextes très différents. Ici, chez un patient transsexuel prostitué. Et puis, par contre, ici, une femme de 65 ans sans antécédent. Donc, il faut toujours évoquer l'infection, et en particulier les patients fébriles, pas hésiter à faire des prélèvements ciblés, notamment si on cherche une pneumocystose. Alors, l'autre point très important sur lequel j'insiste toujours et qu'il faut insister, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Là, c'est deux scans, c'est le même patient, hein, mais c'est un scanner d'OAP. Très souvent, on est appelé pour bah voilà, pneumopathie interstitielle aiguë. Alors, c'est vrai que l'OAP, si on fait des scanners à tous les OAP, on va avoir des très belles images d'épaississement des septa, de verres dépolis, bilatéral, éventuellement aussi de condensation, hein. Ça peut être tout à fait condensé, bah, comme vous avez ici. On voit très bien d'emblée qu'il y a un épanchement pleural bilatéral. Et la première cause de PID avec épanchement pleural, ça reste l'insuffisance cardiaque. Voilà, il y a des formes rares, plus rares de pneumopathie éosinophile qui pourraient se présenter comme ça. Mais voilà, une chose que je voudrais que vous reteniez bien, c'est d'éliminer toujours une insuffisance cardiaque. Ce patient-là, il pourrait aussi très bien cracher du sang avec un tableau d'hémorragie intra-alvéolaire. Ça pourrait être un OAP quand même. Dans ce cas-là, c'est la clinique, les marqueurs biologiques d'insuffisance cardiaque, une évaluation rapide par une échographie du cœur et éventuellement un test diurétique. Alors, si on rentre par contre dans le vif du sujet des autres causes de pneumopathie interstitielle, alors ça, c'est la classification actuelle des pneumopathies interstitielles. C'est un petit peu, voilà, c'est comme ça. Et celles qui peuvent se présenter sous une forme aiguë, je vous les ai représentées ici en rouge, notamment les maladies auto-immunes, les maladies associées aux médicaments, l'AFPI évidemment, mais aussi les autres pneumopathies interstitielles chroniques. Je vais revenir là-dessus, peut-être avec cette série. C'est une série de la réanimation de l'hôpital Saint-Louis. 83 patients hospitalisés pour insuffisance respiratoire aiguë avec une pneumopathie interstitielle diffuse. Et vous voyez, ils les ont classés par étiologie. On retrouve les maladies auto-immunes en premier lieu, la toxicité, notamment médicamenteuse et de la radiothérapie, les pneumopathies interstitielles idiopathiques, avec notamment la pneumonie organisée, et puis les exacerbations d'une pneumopathie interstitielle préexistante. Un petit biais de recrutement parce que vous voyez qu'ils avaient 2 histiocytoses langerhans, mais c'est que le centre de référence est à Saint-Louis. Alors pourquoi c'est important de faire le diagnostic d'une maladie aiguë en réanimation? Parce que le pronostic est différent selon l'étiologie. Vous avez ici dans ces deux études le pronostic des patients, et vous voyez que les patients avec une FPI en réanimation ont un pronostic plus sévère que les patients qui ont des pathologies interstitielles d'une autre cause, même des pathologies idiopathiques d'une autre cause. Et puis, là encore, vous voyez que notamment les malades qui ont une maladie auto-immune ont un pronostic qui est meilleur que les autres pneumopathies interstitielles fibrosantes. La fibrose, c'est de toute manière un élément péjoratif, peu importe qu'on ait une FPI ou une fibrose d'une autre cause. Là, vous voyez que clairement, c'était un facteur pronostic. Le fait d'avoir une fibrose pulmonaire, on avait un pronostic qui était plus sévère. Et également d'avoir une hypertension pulmonaire, mais je ne vais pas traiter ce sujet aujourd'hui. Alors, c'est quoi les signes de fibrose? Il faut les connaître, savoir les repérer, la présence de rayons de miel, les bronchectasies de traction, les réticulations, ici intralobulaires, sous-pleurales, irrégulières, et puis la perte de volume pulmonaire. Ça, c'est les signes classiques de fibrose au scanner thoracique. Alors, je vais d'abord parler, après ces slides de préambule, on va dire, des maladies auto-immunes en réanimation.
Alors, les connectivites qui sont à risque de pneumopathie interstitielle, il y en a un certain nombre, hein, notamment l'APR, le Gougerot, les myopathies inflammatoires, la sclérodermie, les connectivites mixtes, le lupus, mais un peu moins en chronique, mais en aigu, on va voir qu'il a évidemment sa place. Et puis, je mets à part les vascularites. Alors, la situation la plus fréquente pour laquelle vous pouvez rencontrer ces patients en réanimation, c'est généralement l'aggravation d'une maladie qui est déjà préexistante, soit parce qu'ils s'infectent, parce qu'ils sont immunodéprimés, ou alors parce qu'ils ont un épisode d'insuffisance cardiaque associé, ou parce qu'il y a une toxicité des médicaments qu'ils prennent ou d'un nouveau médicament qu'ils pourraient prendre, ou alors une exacerbation de la maladie. Je vais détailler plus spécifiquement des formes particulières, notamment parce que leur mode de révélation peut se passer en réanimation. C'est le cas des myopathies inflammatoires, et puis c'est également le cas du lupus et des vascularites. Alors d'abord, les particularités du syndrome antisynthétase, je dirais, slash myopathie inflammatoire. D'abord, c'est la clinique. Je vous ai mis ici un certain nombre de signes qu'on peut retrouver chez ces patients. Il faut bien les examiner parce que parfois, ça peut être massif et il y a assez peu de... Là, ici, un signe du châle avec une érosion cutanée très importante, hein, ou des érosions des mains, comme vous avez ici en regard des articulations. Mais parfois, c'est plus discret, comme ici le signe de la manucure que vous pouvez retrouver, ou les papules de Gautron, qui sont les rougeurs en regard des articulations. Hein, les patients peuvent avoir des arthrites. Là, vous voyez le gonflement de l'arthrite, ou ce qu'on appelle les mains de mécaniciens, qui sont une hyperkératose. Là, vous voyez, surtout au niveau du pouce, hein, ça peut être aussi sur la face latérale des doigts, une hyperkératose chez un patient non manuel qui s'est développé sur quelques semaines. Ici encore, un érythème liliacé des paupières. Ça peut être difficile aussi à voir parfois. Il ne faut pas hésiter à faire venir les dermatologues quand on a un doute, mais c'est des choses qui sont à regarder. Alors, le syndrome antisynthétase en réanimation, on le rencontre parce que finalement, 15% des syndromes des antisynthétases vont se révéler sous une forme aiguë, donc une exacerbation inaugurale. En réanimation, on verra majoritairement des anti-MDA5, enfin, voilà, mais pas seulement, hein. Il y a aussi PL7, PL12, les anti-EJ, les anti-JO1, qui sont tous possibles. En particulier, il y a des formes amyopathiques qui sont assez fréquentes en réanimation, où c'est le tableau respiratoire qui est au premier plan, avec des CPK qui sont moins souvent élevés, on va dire. Et à l'inverse, il faudra évidemment rechercher chez les patients qui ont une atteinte musculaire, des signes de gravité musculaire, notamment les fausses routes, une insuffisance diaphragmatique et l'hypercapnie. Alors, l'aspect scanographique le plus fréquent dans ces cas-là, c'est les différents aspects scanographiques qu'on peut retrouver chez les malades qui ont un syndrome des antisynthétases, hein, même des patients qui se présentent avec une UIP scanographique ou une PINS. Mais en réanimation, on verra surtout des patients qui ont un tableau de PINS/pneumonie organisée, hein, avec des condensations et généralement une topographie basale, éventuellement déjà des bronchiectasies de traction. Alors, dans le syndrome des antisynthétases, le plus sévère, c'est l'anti-MDA5, avec une mortalité, vous voyez, en réanimation qui est énorme, hein, dans cette série. 84% des patients. En fait, il y a un certain cluster de patients anti-MDA5. Ça, c'est une série seulement d'anti-MDA5. Vous voyez qu'il y a un cluster qui décède très rapidement. Le cluster 1, qui est généralement des patients qui se présentent avec une forme pulmonaire pure et une insuffisance respiratoire rapidement progressive. Vous voyez que quand on a un MDA5 en réanimation, le pronostic est bien moins bon que les autres antisynthétases. Donc, c'est clairement un facteur pronostic et qui doit d'emblée faire discuter des traitements intensifs, mais vous verrez ça dans un second temps. L'autre maladie auto-immune sur laquelle je voulais insister, c'était le lupus, parce que là encore, la forme de révélation aiguë du lupus, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. C'est un tableau de pneumopathie chez généralement plutôt une femme jeune, avec des signes qui sont associés fréquemment, éventuellement une atteinte des séreuses, des signes cutanés, des arthralgies, des signes hématologiques, hein. Il peut y avoir une anémie hémolytique associée. Sur le plan scanographique, sans particularité, c'est plutôt des condensations. Et il peut volontiers y avoir une hémorragie intra-alvéolaire qui peut s'associer. C'est important de les reconnaître rapidement parce que la réponse aux corticoïdes, aux immunosuppresseurs est généralement très bonne avec une récupération rapide et totale.
Alors, je vais dire également un mot de la pneumopathie organisée, qui est une cause fréquente aussi d'hospitalisation en réanimation avec pneumopathie interstitielle aiguë. Pneumonie organisée, en fait, c'est surtout un terme histologique, puisqu'il y a un certain nombre de situations qui peuvent amener finalement à une pneumonie organisée, notamment les maladies auto-immunes, on l'a vu, le syndrome des antisynthétases par exemple, mais également les médicaments, la radiothérapie, les maladies inflammatoires du tube digestif. Plus fréquemment également, après une infection, on peut développer un tableau de pneumonie organisée. Quand on ne retrouve pas de cause, on dit qu'elle est cryptogénique, qu'elle est idiopathique. Et dans ce cas-là, c'est de toute manière un diagnostic d'élimination parce que condensation alvéolaire, ça peut très bien être une infection. Il faut aussi évoquer, devant une condensation alvéolaire chronique, des étiologies type cancer, voire lymphome, ou des pneumopathies lipidiques, par exemple. Alors, les caractéristiques scanographiques de la pneumonie organisée, c'est le caractère migrateur, ça qui est assez pathopneumonique, hein. Vous voyez une disparition de certaines lésions, puis réapparition des lésions dans un autre lobe. Ça, c'est assez caractéristique du diagnostic. Et puis, un autre signe qu'on peut voir parfois, c'est le signe du halo, avec en fait un liseré blanc en périphérie, une guérison centrale en fait des lésions qui donne cet aspect caractéristique. Alors, elles sont souvent très corticosensibles, ça répond assez bien au traitement. Autre situation, c'est les pneumopathies interstitielles associées aux éosinophiles. Alors, la plupart du temps, il y a une hyperéosinophilie sanguine qui est associée. Donc, sur la numération formule sanguine plus une PID, on peut déjà évoquer les diagnostics simplement en regardant l'anum. Il y a une forme qui est la pneumonie aiguë à éosinophilie idiopathique, où il peut manquer l'hyperéosinophilie sanguine, notamment au début de la maladie. Mais dans toutes les autres, hein, que ce soit les étiologies parasitaires, la vascularite, la GEPA, ou bien les causes médicamenteuses, généralement, il y a une hyperéosinophilie sanguine. On retrouve que si on fait un lavage alvéolaire à ces patients, on retrouvera également une hyperéosinophilie dans le LBA et on prend un seuil de 25% pour définir la pneumonie éosinophile. Alors, si je m'arrête un petit peu sur la pneumonie aiguë à éosinophilie idiopathique, c'est généralement un patient jeune, plutôt un homme, avec un tableau de pneumonie aiguë. Et c'est souvent dans les suites d'une inhalation. Alors, classiquement, c'est après une inhalation importante de tabac, mais ça peut être après du cannabis, une exposition à des fumées de feux d'artifice. En fait, voilà, c'est assez proche aussi de ce qu'on peut voir chez les patients qui ont un crack lung. Voilà, donc c'est des situations d'inhalation aiguë de fumée exogène. Voilà, ça répond généralement très bien à une corticothérapie. Le poumon parasitaire, il y a vraiment un contexte de voyage à l'étranger. Donc, il faut pouvoir l'évoquer, surtout chez un patient qui voyage. Le médicament, c'est tout le temps, hein. Je vous ai mis ici les plus fréquemment associés à un poumon éosinophile, mais voilà, le poumon, les médicaments, il faut tout le temps l'évoquer. Et enfin, si on a des signes extrathoraciques, notamment des signes cutanés chez un patient qui a déjà un asthme sous-jacent, éventuellement des signes neurologiques ou une atteinte cardiologique associée, faudra pouvoir évoquer une vascularite type GEPA qui, dans les cas d'en-cas négatifs, est parfois difficile de faire la part des choses entre une vascularite type GEPA et un syndrome hyperéosinophilique. Mais je n'ai pas voulu détailler ce point. Ça, c'est un exemple de vascularite. C'était une jeune femme de 21 ans qui avait un asthme banal, hein, un asthme banal sous Symbicort, qui s'est présenté aux urgences avec de la fièvre, une altération de l'état général, une obstruction nasale importante, une toux, de la dyspnée. Elle n'avait pas voyagé, elle n'avait pas pris de toxique. À la numération, elle a 12 000 éosinophiles. Donc là, c'est vrai que directement, il faut tiquer. Alors, un de mes conseils aussi, c'est que généralement, ces patients qu'on voit en garde, la numération, elle n'est pas faite pendant la garde. Donc, en fait, vous avez un taux élevé de leucocytes. Et il ne faut pas hésiter à demander à retechniquer ces tubes le lendemain matin
parce que si elle a reçu des corticoïdes, ça peut négativer ce prélèvement qui est hyper important pour le diagnostic. Là, vous voyez, elle avait en plus des marqueurs cardiaques qui étaient élevés, qui signaient une atteinte myocardique associée. Chez elle, c'était simple, elle avait un anti-MPO et le diagnostic était assez facile. Il y a des nouveaux critères diagnostiques qui ne sont pas forcément adaptés en fait, à ces situations-là, mais je vous les ai mis pour mémoire, qui sont rédigés par les rhumatologues. Et puis, donc, je vous disais, c'est parfois difficile de... Voilà, il y a des auteurs qui pensent que syndrome hyperéosinophilique et EGPA en cas négatif, c'est peut-être la même maladie. Voilà, ça, je vous laisserai regarder notamment cette revue si ça vous intéresse. Alors, les PID médicamenteuses, c'est évidemment tout le temps à évoquer parce qu'en fait, c'est déjà, c'est fréquent. Ça survient sur tous les terrains. Ça peut mimer tout tableau clinique, même une hémorragie intra-alvéolaire, même une maladie auto-immune. Tous les aspects scanographiques, que ce soit pneumonie organisée, VRD poli, voilà, il faut vraiment l'évoquer tout le temps. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà, de télécharger sur votre smartphone, c'est gratuit, l'application Pneumotox. Comme ça, vous pouvez vérifier les médicaments qu'ont vos patients quand ils viennent avec une pneumopathie interstitielle aiguë. Vérifier l'imputabilité intrinsèque et extrinsèque du médicament. Bien reprendre la chronologie, notamment essayer de récupérer d'anciens scanners pour voir s'il y avait une maladie ou pas avant l'introduction du médicament. C'est tous ces éléments mis bout à bout et l'élimination des autres diagnostics, parce qu'il n'y a pas de test qui va pouvoir nous confirmer le diagnostic de pneumonie médicamenteuse. C'est l'élimination aussi des autres diagnostics et la recherche des critères extrinsèques et intrinsèques qui vont pouvoir confirmer le diagnostic. C'est un enjeu majeur parce qu'on peut, à tort, retirer un médicament majeur du patient, notamment, je pense aux anticancéreux. Et au contraire, il ne faut pas le louper parce que pour suivre un médicament toxique, même si on met des corticoïdes, il risque de ne pas s'améliorer ou en tout cas pas suffisamment. Ça, c'est des exemples que je vous ai mis là. En haut à droite, c'est une pneumopathie au FIV-ASA. Donc voilà, ici en bas, c'est une pneumopathie à la cordarone avec une réponse rapide aux corticoïdes. Voilà, la cordarone, c'est le grand pourvoyeur de toxicité médicamenteuse. Il faut tout le temps le rechercher, même en aigu, même s'il a eu que des bolus de cordarone pour de la réduction de FA, etc. Il faut toujours rechercher ça. Les toxicités des chimiothérapies, de la radiothérapie, les inhibiteurs de checkpoint notamment, c'est assez pourvoyeur, ces médicaments qui sont largement utilisés maintenant. Voilà. Alors, les autres consommations, il ne faut pas les oublier. Il y a les médicaments, mais il y a tout ce que consomme le patient. Ça, je vous ai mis ici la série de patients récents qu'il y a eu aux États-Unis de SDRA liés à la consommation de e-cigarettes avec du e-liquide au cannabis acheté sur Internet. Voilà, pour mémoire. Et puis, de l'autre côté, le crack lung chez les consommateurs de crack qui se présente sous la forme d'une pneumopathie aiguë, parfois avec une hyperéosinophilie, avec de l'hémoptysie, éventuellement de la mélamnoptysie et une alvéolite aéosinophile, plus ou moins une hémorragie intra-alvéolaire. Alors, donc après ces différentes étiologies, vous avez vu que ce qui est assez fréquent en réanimation, c'est de voir les exacerbations d'une pneumopathie interstitielle préexistante. Donc c'est que j'ai déjà une pneumopathie interstitielle et puis je viens pour des nouveaux infiltrats. Alors c'est une cause fréquente d'hospitalisation en réanimation. Vous voyez dans cette série de 220 patients qui venaient pour aggravation d'une pneumopathie interstitielle, la moitié viennent pour exacerbation et 60% vont passer en réanimation. Donc, c'est des patients que les réanimateurs voient régulièrement. D'une part, je vais parler de l'exacerbation de FPI. La définition de l'exacerbation de l'EFPI, c'est déjà avoir une EFPI. Bon. C'est une aggravation des signes cliniques sur au moins depuis 1 mois et la présence de nouvelles opacités. Je vous ai mis un scanner là assez typique avec une FPI sous-jacente, du rayon de miel bibasal, des bronchectasies de traction, de prédominance basale et sous-pleurale. Et puis, vous voyez en surajouté des lésions de verre dépoli qui sont en dehors des zones de fibrose.
hein, un peu patchy comme ça, qui sont assez typiques d'exacerbation. Alors, il faut éliminer les autres causes, notamment l'insuffisance cardiaque, voilà, pour retenir le diagnostic. Le pronostic de l'exacerbation de FPI il est catastrophique. Vous voyez que la médiane de survie, c'est 3 mois. Donc, c'est un événement qui est gravissime dans l'histoire de cette maladie. Je ne vais pas m'étaler sur le traitement, mais sur le plan histologique, les séries autopsiques ou les rares séries où il y a eu des biopsies pulmonaires en aigu, elles montrent essentiellement du dommage alvéolaire diffus, parfois un petit peu de pneumonie organisée. Alors, il n'y a pas que la FPI qui exacerbe. Vous voyez que toutes les autres pneumopathies interstitielles peuvent exacerber. Je ne vous les ai pas toutes mises ici, hein, mais je vous ai mis certains chiffres où on a des approximations, mais pour avoir une idée, vous avez la pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique, c'est 4% d'exacerbation par an. Les connectivites, c'est 1 à 3%. C'est probablement beaucoup plus, enfin plus en tout cas, pour la PRPID. Et puis les myosites, c'est plus important également. Alors l'exacerbation, elle peut être inaugurale. C'est quand le cas de la myosite. Je vous ai mis ici un patient avec un anti-PL7 qui était suivi avec un pattern plutôt du IP, et puis qui revient pour un épisode aigu en réanimation avec du verre dépoli assez diffus. Alors, quand on a une exacerbation et qu'on n'a pas de fibrose pulmonaire idiopathique, le pronostic est quand même meilleur. Comme vous voyez, c'est la série que je vous ai montrée juste avant. Donc, quand on a une FPI, l'exacerbation est plus sévère. Alors après ça, je vous fais un petit focus sur hémorragie intra-alvéolaire, puisque c'est aussi une cause fréquente de consultation en réanimation. Je vais essayer d'être bref. Retenez qu'il y a les causes immunes et non immunes. Dans les causes immunes, c'est d'abord les vascularites et le lupus. C'est en premier s'il faut retenir ça. Dans les causes non immunes, on n'oubliera jamais l'insuffisance cardiaque ni le médicament. Les infections, hein, notamment si vous allez à La Réunion, la première cause d'hémorragie intra-alvéolaire, c'est la leptospirose. Donc les infections, ça peut avoir... et puis pendant l'hiver, il faut penser à la grippe, plus ou moins la surinfection au staph. Et les causes mécaniques. Là, je vous ai mis une patiente qu'on a eue récemment en réanimation pour insuffisance respiratoire. Alors, elle ne crachait pas une goutte de sang. Par contre, elle avait une anémie qui s'est aggravée à 6 grammes. N'oubliez jamais de faire une bandelette urinaire à ces patients-là parce que le pronostic, c'est d'abord le rein. Là, elle avait une hématurie à une croix. Et vous voyez le lavage alvéolaire qui a été réalisé sous Optiflow avec un lavage de plus en plus rouge, typique d'une hémorragie intra-alvéolaire. Pensez aussi, message important, c'est que ces patients, ils n'ont pas forcément de sidérophage au moment de l'arrivée en réanimation. Quand ils sont très aigus, ils n'ont pas encore eu le temps de faire des sidérophages. Donc, c'est vraiment l'aspect macroscopique qui est majeur. Dans ce cas-là, on a demandé des encarts en urgence sur le tableau de syndrome pneumorénal qui ont révélé des encarts anti-PR3 et qui confirmaient une maladie de Wegener. Alors, la triade de l'hémorragie intra-alvéolaire, elle est inconstante, comme c'était le cas chez cette patiente-là. Et c'est vraiment le lavage qui va nous aider dans ce cas-là. Un autre patient, un homme jeune, athlétique, qui fait une hémoptysie assez massive au décours d'une anesthésie générale pour une chirurgie d'hémorroïdes. Il n'a aucun antécédent, il ne prend pas de drogue. Bon, je vous laisse réfléchir si vous avez des hypothèses. Mais je pense qu'il faut connaître ce diagnostic parce qu'on peut être appelé notamment par les anesthésistes pour ce type de tableau, qui est en fait un œdème à pression négative, puisque le patient avait été réveillé avant d'être extubé. Il avait d'ailleurs un masque laryngé. Il avait forcé de manière assez importante contre un obstacle. Et donc, c'est de l'œdème voilà, avec une forme majeure qui est l'hémorragie intra-alvéolaire. Ça guérit tout seul. Alors, une fois qu'on a fait ce catalogue, je vais vous proposer une démarche diagnostique. Tout d'abord, c'est de bien connaître l'épidémiologie. En 2020, la première cause de verre dépoli, c'était le Covid, donc c'était facile. Pneumonie aiguë en réanimation, c'était le Covid, le plus souvent. Alors, il ne fallait pas louper la pneumocystose, mais c'est pour dire que l'épidémiologie, c'est quand même très important. En cardiologie, on l'a vu, ça va être la première cause de PID, ça va être l'insuffisance cardiaque. À La Réunion, la première cause d'hémorragie intra-alvéolaire sera la leptospirose.
Donc, bien connaître l'épidémiologie des maladies, c'est important. Le terrain, c'est hyper important. L'âge, hein, plus on est âgé, plus on a de risque d'avoir une fibrose pulmonaire idiopathique. Le sexe, plus on est une femme, plus on a plutôt une maladie auto-immune. Le tabagisme, hein, la PHS chez les gens qui fument, c'est rare, par exemple. Les antécédents du patient, évidemment, son statut immunitaire. Est-ce qu'il est immunodéprimé? Est-ce qu'il est HIV ou est-ce que je pense qu'il est HIV? La temporalité, c'est majeur. La rapidité de l'installation. Essayer de récupérer absolument des examens s'il en a eu précédemment. On a parfois la clé sur un scanner qui date de quelques semaines à quelques mois. Toutes les expositions du patient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où est-ce qu'il dort, qu'est-ce qu'il prend comme médicament, mais également comme toxique. Rechercher des signes extrathoraciques, rechercher une hémoptysie, rechercher un épicoaptisme digital. Si on a fait bien ce travail d'amont, en fait, le diagnostic, on le fait dans à peu près un quart des cas. Évidemment, on regarde les médicaments sur pneumotox. Juste l'interrogatoire à l'examen clinique. Si on rajoute le scanner thoracique, on arrive à 80% de diagnostic. Les examens biologiques d'orientation, le patient est arrivé, il a une biologie aux urgences, il a une anémie, j'allume dans ma tête possiblement hémorragie intra-alvéolaire, vous pourriez rajouter lupus si c'est une anémie hémolytique. Il a une lymphopénie, je pense à la sarcoïdose, je pense au VIH. Il est hyperéosinophilique, je vais évoquer le médicament, la pneumonie éosinophile, le SHERG. Je penserai à déparasiter le patient si jamais je dois lui mettre des corticoïdes plus tard. S'il a des CPK élevés, il faudra évoquer le myosite. Le BNP, c'est toujours utile. Cherchez un syndrome pneumorénal, toujours. Pensez bien à la bandelette urinaire. Le taux de LDH élevé, vous verrez, c'est fréquent chez ces patients-là, souvent quand ils ont une fibrose. Ça peut aider aussi, enfin en tout cas, c'est peut-être à avoir en tête les LDH élevés pour le diagnostic de pneumocystose, y penser en tout cas. Le PP, toujours utile pour avoir le taux de gamma-globuline, notamment s'il est bas, mais également les hypergamma, que ce soit dans le Gougerot ou dans la sarcoïdose. Un VIH rapide, il ne faut pas hésiter à le faire si on a un doute sur une pneumocystose. Alors, il y a d'autres examens qu'on veut faire. Dans tous les cas, il ne faut pas que ça recharge la prise en charge du patient, que ce soit élargir le bilan auto-immun, faire des encas en urgence ou des précipitines. Alors, je vais vous passer la sémiologie scanographique. Je vais juste dire un mot de la fibroscopie. La fibroscopie, elle ne fait pas tout dans le diagnostic. Et vous allez voir finalement, la rentabilité de l'endoscopie bronchique, hein, on nous dit souvent, mais il faut lui faire une fibroscopie pour faire un diagnostic. C'est intéressant surtout si on suspecte une infection. Vous voyez, là, c'est une étude, ils ont repris des patients avec une pneumopathie interstitielle qui avaient une endoscopie. Il n'y a que 17 fibroscopies qui apportent un diagnostic et il n'y en aura que 4 qui vont faire que le patient va avoir un traitement différent à la fin. Hein, notamment, vous voyez que dans ces 4-là, il y a 2 pneumocystoses et une hémorragie intra-alvéolaire. Je crois que c'est des choses à retenir, c'est notamment ça, c'est l'infection, c'est la pneumocystose, c'est l'hémorragie intra-alvéolaire parce que ça peut faire le diagnostic. Je rajouterais quand même, parce qu'ils n'avaient que 100 malades dans cette étude, et donc il y a des maladies rares, voilà, c'est la pneumopathie éosinophile, la protéinose alvéolaire, vous faites aussi le diagnostic avec la fibroscopie. Pas passer à côté d'un carcinome bronchiolo-alvéolaire, où on ferait le diagnostic aussi sur un lavage alvéolaire. Je vous ai mis ici un lavage avec des polynucléaires neutrophiles et des cellules très atypiques, c'était un bronchiolo-alvéolaire. Donc ça, c'est un des pièges aussi, il ne faut pas passer à côté. La biopsie transbronchique, elle peut être utile à ce moment-là. Elle a des risques, hein, c'est transbronchique, donc on pousse l'aiguille jusqu'au niveau des bronchioles et donc on va prendre du parenchyme et des alvéoles. Il y a un risque de pneumothorax. Ce sera à discuter au cas par cas. Voilà, mais pour des diagnostics particuliers, notamment de lymphangite, de lymphome, de cancer, éventuellement de pneumonie organisée. Or, la biopsie pulmonaire chirurgicale, je crois qu'elle n'a plus tellement sa place, sauf dans des cas très particuliers. En pratique, on en fait rarement. En conclusion, la PID en réanimation, c'est un défi diagnostique. Il faut faire un diagnostic rapide, puisque le pronostic est dépendant de l'étiologie. Je crois qu'il faut s'acharner à un diagnostic. Je ne dis pas acharnement thérapeutique, mais acharnement diagnostique, afin d'identifier les patients qui vont être curables, ceux qui ont une infection, et ceux qui ont une maladie qui vont être répondeurs aux corticoïdes. Toujours penser à la pneumocystose, aux infections, à l'insuffisance cardiaque et aux médicaments.
Pour les maladies auto-immunes, vous avez retenu lupus et antisynthétase, notamment l'anti-MDA5. Évidemment, la clinique, c'est fondamental chez ces patients. Avec le scanner, vous faites 80% de diagnostic. L'endoscopie bronchique, elle est utile, mais elle n'est pas fondamentale, sauf dans des cas particuliers, mais notamment pour éliminer une infection. La biopsie pulmonaire, elle sera exceptionnelle. Pensez que s'il y a des signes de fibrose au scanner, c'est déjà un pronostic péjoratif. Et enfin, là, je suis resté simple, mais souvent c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs causes intriquées ensemble. Et donc, n'oubliez pas qu'un train peut en cacher un autre. Et dans tous les cas, on peut s'acharner à faire un diagnostic, mais il ne faut pas oublier de traiter les malades et rapidement. Je vais m'arrêter là. J'avais des exemples, mais je pense que j'ai déjà dépassé le temps. Je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup Pierre pour ce topo très clair, très enrichissant. Ça va être d'une grande utilité pour les pneumologues et les réanimateurs. Il n'y a pas eu de questions sur le chat pour le moment. Je ne sais pas si mes collègues modérateurs ont des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que c'est extrêmement vaste, toutes ces étiologies. Finalement, cette slide de conclusion résume bien les choses. En fait, il y aurait des questions un peu sur détailler un peu chaque tableau. On a envie de creuser. Là, tout de suite, j'ai pas de questions qui me viennent sur la globalité, mais plein de petites questions. Hem, alors, tu as une question enfin, en tout cas, Alors, il y a des gens qui demandent si c'est possible de continuer avec tes différents exemples. Et une autre personne qui pose une question sur la place de la corticothérapie. Alors, on va en parler dans le deuxième topo sur les traitements. Et ensuite, il y a des gens qui t'encouragent, Pierre, et qui te remercient pour ce topo. Merci. Pour suivre sur les exemples, je ne sais pas si j'ai déjà dépassé, je ne voudrais pas, Oui, honnêtement, ça prend un peu de temps. Après, ouais, je pense qu'on va peut-être laisser Aude enchaîner, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, il est 19h38 effectivement, si on veut essayer de finir avant 20h30, Aude pourrait peut-être, poursuivre. On a peut-être juste alors, une il y a question. juste une question de Pascal qui demande l'intérêt de refaire un bilan auto-immun si le premier est négatif dans le cas d'une PID aiguë. Alors, en aigu, je pense que c'est inutile. Après quelques mois, chez un malade où initialement c'était négatif, ça peut avoir un intérêt. En aigu, le répéter, non. Par contre, le creuset, oui. Et une chose que je ne vous ai pas dit, mais vraiment, il faut interagir avec le service d'immunologie, déjà pour leur signaler ces patients-là, parce qu'en fait, eux, ils reçoivent tous les bilans auto-immuns de l'hôpital. Ils ne vont pas trier celui qui a qui est en réanimation, celui où on est sûr qu'on va être devant une myosite, etc. Il faut prendre son téléphone, les appeler et les sensibiliser. Ils ont parfois aussi d'autres techniques. Ils peuvent pousser les techniques, voire envoyer le prélèvement à un collègue, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à interagir avec eux. Et parfois, ils sont le plus souvent d'une grande aide. Notamment le diagnostic, les encas, vous pouvez les avoir dans la journée. Il faut vraiment décrocher de son téléphone. Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la deuxième oratrice, si je peux me permettre de reprendre la parole. Merci Pierre pour ce topo qui était très clair et effectivement très enrichissant. On va maintenant accueillir Aude Gibelin qui va nous parler de la prise en charge, cette fois-ci thérapeutique, de ces pneumopathies interstitielles et essayer de démêler un peu toutes les questions qu'on se pose. Je te laisse la parole, Aude. Est-ce que tu peux enlever le partage d'écran, s'il te plaît, Pierre? Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Ce qu'il faut, c'est mon premier écran. C'est tout bon, on a ton écran. J'ai mon écran. Alors, je vais mettre la présentation dessus. Ouais. Ok, là c'est bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Alors, bonjour à tous. Merci. Je me alors, permets de te couper. C'est en mode enfin, c'est en mode présentateur, on n'a pas le. Ah, vous avez pas. Alors, attends.
Ce qu'on va faire. Là, vous êtes comment? Là, c'est comme si tu étais en train de modifier tes diapos. Et si tu vas dans le diaporama au-dessus, Ouais. Si je reprends là, c'est de ce que je pense. Je me demande s'il ne faut pas retourner dans le partage d'écran et sélectionner le PowerPoint et pas juste l'écran. Je sais pas si ça marche avec Zoom, ça, mais. Alors, attends. Ouais, je suis d'accord avec Vincent. Je crois qu'il faut que tu sélectionnes juste ton PowerPoint et pas partager tout l'écran. Alors, j'essaye, hein. Partager écran. Et voilà, ok, comme ça. Oui, alors sauf qu'à un moment donné, j'ai essayé de vous faire un petit WooClap, mais j'ai pas pu l'intégrer au PowerPoint. on pourrait essayer de faire un switch éventuellement. Ouais, En il note. faudra probablement faire un switch parce que. Alors. Non, toujours pas, hein. Non. Non. Hum, Il y avait un truc paramètre d'affichage en haut, là, juste à droite. Juste à côté. Juste là. Voilà, comme ça. Là, non, ça remet Oh. sur le. Mmh. Et si tu vas dans l'icône diaporama, Ah, mais j'y directement suis dans le allée. diaporama, Mmh. pour choisir quel mode de diaporama tu mettrais. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Tu n'es pas en double écran là? Ici, bah, en fait, c'est ça, c'est que j'ai deux écrans, mais. Ouais. Et tu peux peut-être déconnecter le deuxième écran et comme ça se mettra automatiquement lorsque tu mettras en mode présentateur sur la slide au complet. Et si tu préfères garder deux écrans, et bah à ce moment-là, moi je te propose de commencer avec cet affichage. C'est pas très grave si on voit les slides sur le côté. Euh, Ouais. Attends, je vais juste. Ok. Il va y avoir juste un écran. Bon, sinon, on va faire comme ça, hein. Oui, c'est pas grave. ouais, il n'y a pas de souci. Laisse en mode modification sans le présentateur et puis c'est très bien. Bon, c'est un peu casse-pied quand même. On va faire comme ça. Comme Après, ça tu vous as va? deux écrans. Tu peux te mettre tout de suite en mode présentateur. Donc là, tu te mets en mode présentateur et puis après, tu viens partager l'écran qui n'est pas le présentateur. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais ça permet d'afficher du coup l'écran qui est justement en plein écran. Voilà. Attends, j'arrive. On va y arriver, désolé. Celui-là, du coup. Est-ce que vous l'avez? Là, on n'a rien pour le moment. Ouais, Et c'est en là? Ça arrive. cours. C'est bon. C'est bon. Ok, excellent. Désolé, Super. hein. Tout ça. Donc, Ojibin, je suis médecin en réanimation à l'hôpital Tenon. Je suis pneumologue de formation. Ben, je remercie du coup l'Angemire et puis la JPO2 de m'avoir invité à ce webinaire pour avoir la difficile tâche de vous parler de la prise en charge thérapeutique d'une PID en réanimation. Merci Pierre, hein, pour ton topo d'introduction qui était, enfin d'introduction, de première partie, qui était très chargée en informations et sur lequel je vais essayer un petit peu de rebondir. Alors, quand on parle de PID en réanimation, il y a deux choses qui sont complètement différentes et donc j'ai essayé de vous le faire en deux parties. La prise en charge, la première partie, on va s'attacher à la prise en charge de la pneumonie interstitielle aiguë qu'on appelle PIA de novo. C'est-à-dire un patient qui arrive sans aucun antécédent de PID et qui arrive en détresse respiratoire aux urgences puis en réanimation. On va regarder la prise en charge symptomatique.
discuter de comment on peut encadrer la fibroscopie bronchique s'il y a indication de fibroscopie bronchique, et puis discuter le traitement. Et dans une deuxième partie, on verra l'exacerbation aiguë du PID connu, avec notamment la question de l'intensité des soins, puisque c'est la question un peu principale à mon sens pour ces patients-là. Quel patient on admet en réanimation? Est-ce qu'on intube le patient? Est-ce qu'on va jusqu'à l'ECMO? Et puis voir un petit peu les traitements qu'on peut proposer. Alors, je voulais faire quelque chose d'un petit peu pratique. Et donc, je vous ai fait 2 cas cliniques, un pour la première partie, un pour la deuxième partie. On va commencer par le cas de Monsieur B, 24 ans, qui est policier, tabagique à 8 paquets années sevré, éthylique occasionnel, prise de cocaïne occasionnelle, comme tout bon policier, voyage en République dominicaine récent, mais avec un séjour à l'hôtel, pas de notion de comptage. Pas d'antécédents particuliers, pas de traitement. Il est exposé dans le cadre de son travail à des fumigènes. Il se retrouve dans une pièce confinée avec des gaz lacrymogènes. 12 heures après cette exposition, il présente une dyspnée fébrile. Il s'automédique par INS. Et puis, au bout de 2 jours, il consulte aux urgences avec un tableau de détresse respiratoire aiguë fébrile, d'emblée polypnéique avec une désaturation à 92% en air ambiant. Une biologie qui va retrouver une hyperleucocytose, une radiothorax, je vais vous montrer, et donc le diagnostic aux urgences plutôt de pneumonie aiguë communautaire avec une antibiothérapie par céfotaxime et spiramycine. Devant une dégradation respiratoire secondaire, il est transféré en réanimation où il arrive avec de la fièvre toujours à 38, une polypnée à 47, une désaturation à 96% sous 6 litres d'oxygène, un tirage, des crépitants à l'auscultation. Normotendue, un petit peu tachycarde, pas d'autres signes ni digestifs ni cutanés. La biologie montre une hypoxémie avec une PO2 à 103 sous 9 litres, pas d'hypercapnie, pas de lactate. Un ionogramme sans particularité et une NFS avec une petite hyperleucocytose à 14 000. Et pas de syndrome inflammatoire majeur, notamment une PCT à 0,37. Une écho-cœur qui ne retrouve pas de dysfonction cardiaque et qui ne trouve pas de pression de remplissage élevée. La radio de thorax qui est la suivante, et puis le scanner que je vous laisse interpréter, donc bon, qui montre des condensations alvéolaires et du verre dépoli à prédominance périphérique sur toute la hauteur des poumons. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous connecter. Essayez de vous connecter sur WooClap et d'entrer le code événement du coup qui est celui-là, là, le GUQSOU. Et ce que je vais faire, c'est du coup essayer d'attraper ça là. Là, du coup, vous voyez mon écran. Oui, on voit le WooClap. Enfin, on voit Oui. on voit pas enfin, on voit les questions, toutes tes questions sur WooClap. Ta Ok. page WooClap. Du coup, là, je peux l'afficher, je peux le lancer. Je pense que ça devrait marcher. Allez, on essaye, hein. C'est bon. Alors, quelle est votre prise en charge immédiate? Alors, normalement, il y a un timer, hein. Laissez tout le monde se connecter. Laisse encore une quinzaine de secondes. Je pense qu'on a à peu près toutes les réponses. On a 39 participants, on est 118 à être connectés sur le Zoom, mais c'est déjà une C'est bonne déjà pas. taux de participation, on va dire. Alors, si j'appuie sur la flèche, je ne vais pas passer à la question suivante, hein. Non, si c'est ça, résultat. Ouais, Allez, résultat. Non. Voilà, résultat. Voilà. ouais. Donc, vous êtes la majorité des cas a répondu. Et pour voir la bonne réponse, il faut que je C'est ça, clique c'est C'est ça. réponse correcte. ici. Ouais. Mm.
Ok. Donc vous êtes la majorité à avoir bien répondu à cette réponse, à cette question. Donc effectivement, en début de l'oxygénothérapie au débit nasal. Euh, Pourquoi? Donc la question de la pneumonie interstitielle aiguë qui arrive aux urgences ou en réanimation, c'est d'essayer d'évaluer sa gravité. Donc je vous ai fait un petit rappel là sur l'hypoxémie. Je pense que vous maîtrisez déjà un petit peu ça, mais les rappels font pas de mal. Hypoxémie, elle va être définie par une PaO2 à moins de 80. L'insuffisance respiratoire aiguë, elle va être définie par des signes de détresse respiratoire aiguë et une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure. Et le stade de SDRA, il va être défini par un P sur F à moins de 300 et la nécessité d'introduire une ventilation mécanique. En fonction du stade de gravité, eh ben, le support d'oxygénation, plus ou moins de ventilation, est différent. Quand on a une hypoxémie simple, la canule nasale ou le masque à moyenne concentration suffit. Quand on est à un stade d'insuffisance respiratoire aiguë, comme c'est le cas pour notre patient, l'arsenal thérapeutique disponible, ça va être le masque à réserve, l'oxygénothérapie au début ou la VNI. Pourquoi on choisit la VNI, l'oxygénothérapie au débit chez notre patient? Ça repose sur cette étude que vous connaissez, je pense, tous, qui est l'étude de Jean-Pierre Fratt, parue dans le New England il y a une petite dizaine d'années maintenant, qui avait étudié randomisé 300 patients, 100 patients dans chaque groupe, 100 dans le groupe oxygène standard, 100 dans le groupe oxygénothérapie au début et environ 100 dans le groupe VNI. Les résultats de cette étude, donc c'était des patients tous avec une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, hein, pas hypercapnique, c'était que dans le bras oxygénothérapie au débit, les patients étaient moins intubés. Alors ça ressortait pas de manière significative, hein, mais parce que les échantillons étaient un petit peu petits, mais quand même dans le groupe euh, oxygénothérapie haut débit, il n'y avait que 40 patients intubés, alors que dans le groupe VNI, il y en avait 55. Et ça ressortait sur le critère de jugement secondaire, puisque les patients sous Optiflow décédaient moins que les patients sous VNI. Alors, pourquoi il y a eu après pas mal plusieurs papiers qui ont étudié un peu le pourquoi la VNI induisait peut-être un peu plus de mortalité. Il est probable, c'est Guillaume Carto qui a beaucoup étudié ça, que ça induise du VILI, donc des lésions induites par la ventilation, parce que en réglant pas correctement la VNI, le patient prend des plus grands volumes que ce qu'il devrait, ce qui induit des lésions liées à la ventilation. Donc, on retient maintenant que pour l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, le traitement, le support d'oxygénation de référence, c'est le petit flot. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Pierre tout à l'heure, est-ce que vous réalisez une fibroscopie bronchique à ce patient? Je vais essayer de me remettre sur la deuxième question. Ok, c'est parti. J'avais laissé un petit peu moins de temps pour ça parce que c'était assez simple. Ok. Donc globalement, vous avez tous répondu non à pourquoi est-ce qu'on réalise une fibroscopie bronchique. La réponse, c'est que oui, nous, on a réalisé une fibroscopie bronchique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a le droit de pas être d'accord, hein, mais nous, on l'a réalisé parce que le diagnostic n'était pas certain, premièrement. Les différentes hypothèses évoquées étaient une toxicité du gaz lacrymogène, mais avec un intervalle libre. Donc, on ne comprenait pas très bien pourquoi le patient s'aggravait 48 heures après. La pneumonie aiguë communautaire, favorisée par la prise d'AINS. Un syndrome de goutte pasture qui aurait pu être induit par l'inhalation de fumée, et donc plutôt de l'hémorragie intra-alvéolaire. Une pneumonie eosinophile induite également par la fumée, ou une pneumonie interstitielle aiguë qui révélait une connectivite qui aurait été aussi favorisée par ce trigger. Donc, diagnostic par certains, et surtout, balance bénéfice-risque qui nous semblait plutôt en faveur de la réalisation de cette fibroscopie bronchique.
puisque le patient était pas comorbide et, entre guillemets, pas trop grave, uniquement sous 9 litres d'oxygène. Donc nous avons réalisé cette fibroscopie sous oxygénothérapie au débit et évoque de rémifentanil, j'y reviendrai tout à l'heure. La fibro montrait pas de sécrétion, pas d'inflammation, pas de dépôt de suie, pas de lésions nécrotiques liées à de la toxicité directe de la fumée. Le LBA qui a été réalisé montrait 130 000 cellules avec une formule panachée, dont 55% de macrophages, 25% de lymphocytes, 11% de PN, 5% d'éosinophiles et 1% de mastocytes. Bactériaux et viraux, tout ça était négatif sur le LBA. Ce qui nous a permis, en associant les lésions sur le scanner, qui était le verre dépoli, condensation alvéolaire après dominance périphérique, et le LBA qui montrait une alvéolite panachée, de conclure à un pattern histopathologique sous-jacent de pneumonie organisée. En sachant que ce pattern, comme vous l'a expliqué Pierre tout à l'heure, il peut être retrouvé dans plusieurs pathologies, les infections, les connectivites, notamment les myosites, les lupus, les médicaments, les toxiques, et puis il peut être d'origine cryptogénique. Grâce à notre LBA, on a éliminé les causes infectieuses. Grâce à notre bilan auto-immun, on a éliminé les causes de connectivite, et donc on a pu conclure à une pneumonie organisée secondaire à une inhalation de gaz lacrymogène. Voilà, alors, est-ce qu'il faut faire les fibroscopies chez tous ces patients? Je rejoins complètement Pierre, il ne faut pas. Mais il faut, à mon sens, toujours peser le pour et le contre, et elle peut, dans plus de 20% des cas, apporter une certitude diagnostique et puis éliminer le diagnostic différentiel de l'infection. Donc, dans quel cas le LBA a un impact thérapeutique immédiat? Eh bien, effectivement, quand on retrouve un agent pathogène, notamment la pneumocystose, quand on retrouve des cellules tumorales, comme de l'adénocarcinome lipidique, quand on retrouve un aspect d'hémorragie intra-alvéolaire, quand on retrouve de la pneumonie éosinophile, ce qui va induire d'emblée des corticoïdes, ou quand on retrouve un aspect de protéinose alvéolaire, ce qui va induire d'emblée un lavage thérapeutique. Donc ça, c'est le bénéfice attendu. Et quels sont les risques qui sont à mettre en balance avant de décider est-ce que oui ou non on fait la fibroscopie bronchique? Il y a les risques respiratoires, puisqu'on sait que le fait de mettre un endoscope dans des bronches va créer une augmentation des résistances et donc augmenter la capacité résiduelle fonctionnelle, diminuer le volume, le VEMS, diminuer le volume courant, en gros diminuer la ventilation alvéolaire et aggraver les rapports VAQ. Ces risques respiratoires qui sont normalisés en 2 heures à peu près. Il faut retenir à peu près une diminution d'environ 30% de la PaO2. Il y a aussi des risques hémodynamiques avec une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, des arythmies et dans de rares cas des cardiopathies de stress. Ça se normalise à peu près en 15 minutes. Et puis il y a les risques hémorragiques qui sont liés essentiellement aux troubles de l'hémostase sous-jacent. Dans cette étude de Krakow, il y a une dizaine d'années, il avait montré que sur 170 patients avec une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, la réalisation d'une endoscopie bronchique nécessitait une augmentation du support ventilatoire dans 35% des cas et un recours à l'intubation dans 15% des cas. Donc c'est pas un geste bénin et il faut absolument, encore une fois, peser le pour et le contre. On peut quand même nuancer cette étude, puisqu'on a des moyens maintenant qui n'étaient pas utilisés à l'époque de cette étude-là, pour prévenir les risques chez le patient hypoxémique. Premièrement, assurer une bonne gestion de l'hypoxémie. Donc, on oublie le masque haute concentration, les petites lunettes, etc. Et on choisit soit de l'oxygénothérapie au début, soit de la VNI. On fait ce choix en fonction de la profondeur de l'hypoxémie et puis surtout en fonction des habitudes des docteurs. On assure une meilleure analgésie avec l'institution d'une évoque de rémifentanil. Et on évite les complications hémorragiques, on transfuse pour avoir plus de 20 000 plaquettes et plus de 50 000 si on fait des biopsies. L'oxygénation, je ne reviens pas dessus, mais en gros, Optiflow ou VNI, ça fait à peu près la même chose, et donc c'est vraiment docteur dépendant.
Et je m'attarde un tout petit peu sur l'évoque de rémifentanil parce que c'est peu utilisé dans les services de MIR, c'est plus utilisé dans les services d'AR. Or, c'est un outil qui permet vraiment une sédation vigile optimale avec un meilleur confort pour le patient et du coup beaucoup moins de complications. Et donc, je vous invite à vraiment vous pencher sur cet outil pour essayer de un morphinique avec un délai d'action très court, en 1 à 2 minutes, et une demi-vie aussi très courte qui permet d'avoir une élimination rapide. L'évoque de rémifentanil, c'est quoi? C'est administrer un agent anesthésique en intraveineux, en contrôlant la concentration cible qu'on veut au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des abacs et pour tel sexe, telle taille, euh, il faut administrer en intraveineux tant de quantité de rémifentanil pour avoir au niveau du cerveau entre 2 et 6 nanogrammes par ml. Ce qui permet, contrairement au bolus cynique qui va surdoser notre médicament au départ et puis le sous-doser à la fin, contrairement à la perfusion continue qui va sous-doser notre produit au départ et puis le surdoser à la fin, contrairement aux bolus à répétition qui vont passer en surdosage, 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 d'avoir une concentration dans la zone thérapeutique cible pendant toute la durée du geste. Voilà. Voilà pour le côté endoscopie. Donc, bonne oxygénation et bonne anesthésie, ça permet quand même de réduire franchement les risques de l'endoscopie. Et donc, si on pense qu'elle peut avoir un apport, il ne faut pas se limiter. Quel traitement proposez-vous à ce patient? Hop. Allez-y. Je pense qu'on arrive au bout. Alors effectivement, vous êtes la majorité à avoir répondu ça, et c'est les bolus de solumidrol avec un relais à 1 mg kilo. C'est ce qu'on a fait. Donc on a fait des bolus de 240 mg par jour, ce qui, avec une évolution qui a été un pneumomédiastin dans AJ6, probablement liée à une très bonne efficacité des corticoïdes. Puis AJ11, une sortie en pneumologie, et puis 6 mois plus tard, sous 15 mg de prédnisone, un patient qui avait récupéré ad integrum son poumon. Alors, le traitement de la pneumonie interstitielle aiguë de nouveau, c'est un peu difficile, puisque c'est pareil, c'est un petit peu un fourre-tout, et l'arsenal thérapeutique dépend essentiellement du diagnostic sous-jacent. Ce qui est sûr, c'est que la base, c'est les bolus de solumidrol pendant 3 jours, avec un relais à 1 mg kilo, avec une posologie des bolus qui va de 120 mg à 1 g en fonction eh bien, des équipes, des pathologies. Voilà. Il y a pas de bonnes recommandations là-dessus. La question qu'il faut se poser, et puis de toute façon c'est toujours en discussion avec les pneumologues, hein, ou les internistes, c'est est-ce que on a affaire à une pneumonie interstitielle aiguë corticosensible et entre guillemets isolée, pas intégrée à une maladie de système. Si la réponse est oui, globalement il y a 2 diagnostics, hein, c'est les pneumonies à eosinophiles et les pneumonies à organisées. Les corticoïdes seuls doivent suffire. Si la réponse est non, par exemple comme dans l'hémorragie intra-alvéolaire immune, il faut ajouter du rituximab ou du cyclophosphamide et puis discuter les échanges plasmatiques. Si il s'agit d'une pneumonie interstitielle aiguë inaugurale d'une connectivite, les plus fréquentes en réanimation étant la myosite ou le lupus,
Là aussi, c'est ajout d'un immunosuppresseur, rituximab ou cyclophosphamide, associé à soit des immunoglobulines intraveineuses, soit des échanges plasmatiques. Et puis rapidement discuter, si besoin, de la mise en place d'une ECMO en vue d'une transplantation. Puisque comme l'a dit Pierre tout à l'heure, il y a certaines myosites qui peuvent être vraiment fulgurantes, et chez qui on n'a pas d'autre choix que d'en arriver là. S'il s'agit d'une pneumonie interstitielle aiguë médicamenteuse, c'est pareil, discussion de rituximab ou de cyclophosphamide. En cas d'association avec myocardite, il y a une indication à des échanges plasmatiques si c'est des complications de l'immunothérapie. Et puis si on tombe sur une lésion tumorale, typiquement adénocarcinome lipidique, et bien sûr chimiothérapie ou autre traitement oncologique. Un petit mot juste pour les échanges plasmatiques dans l'hémorragie intra-alvéolaire. Vous avez probablement vu cette étude, qui est l'étude PEXIVAS, qui est une étude européenne, hein, qui avait étudié les échanges plasmatiques ou non en cas d'exacerbation aiguë de vascularite à ANCA, dont la conclusion est plutôt qu'il n'y a pas d'intérêt à faire des échanges plasmatiques. Mais elle s'intéressait beaucoup, elle s'intéressait à la vascularite à ANCA dans sa globalité, et notamment à l'insuffisance rénale aiguë. Et pour la partie des patients qui avaient, en plus de cette insuffisance rénale aiguë, une hémorragie intra-alvéolaire, il y a une étude ancillaire qui suggère que les échanges plasmatiques pourraient réduire quand même la mortalité. Donc il va probablement y avoir d'autres études qui vont être à suivre. Et puis le choix entre cyclophosphamide ou rituximab pour la pneumonie interstitielle aiguë qui révèle la connectivite. Il n'y a pas de réponse. L'étude la plus récente est celle de Récital, qui est parue l'année dernière, là, qui montre pas de différence. Mais ça, c'est pas pour l'exacerbation aiguë, c'est dans le cas de l'APID de connectivite de ça. Un petit mot sur le cas particulier de la protéinose alvéolaire, un patient qu'on a eu dans le service, chez qui on a fait le diagnostic à la fois sur le scanner et sur le LBA. Le traitement de cette protéinose, c'est du lavage thérapeutique, et donc on met 20 litres de sérum phi dans le poumon jusqu'à obtenir un liquide qui reste plus que du sérum physiologique et où il n'y a plus les dépôts qui engluent les alvéoles. Voilà, ça c'est un peu pour la petite anecdote. Voilà pour la pneumonie interstitielle aiguë de novo. J'essaye de me dépêcher et de faire la deuxième partie, donc exacerbation aiguë d'une PID connue. Avec ce cas clinique, c'est plus court, hein, cette partie-là, hein. Un monsieur de 67 ans, autonome, tabagique à 80 paquets au nez, sevré, qui est suivi pour une FPI depuis un an, qui est connu pour avoir une FPI depuis un an, découverte sur un scanner, mais non suivie. Majoration d'une dyspnée d'effort depuis 5 jours, il consulte aux urgences. Aux urgences, il est fébrile, il est hypoxémique avec nécessité de la mise sous 6 litres d'oxygène, pas de signe de lutte, des dédimères augmentés, un gros syndrome inflammatoire avec une CRP à 176, un angioscanner thoracique qui montre une embolie pulmonaire segmentaire lobaire supérieure droite, et une majoration de la pneumonie interstitielle diffuse fibrosante sous-jacente. Un ECBC qui va retrouver du Staphylococcus aureus adyspis ensuite, et le reste des éléments microbiologiques sont négatifs. Il est hospitalisé en médecine interne pendant 48 heures. Il débute une antibiothérapie par cifotaxime robamycine, une anticoagulation curative, et il se dégrade avec de la fièvre à 40 et une majoration de l'oxygéneur requérance. Le scanner est le suivant, donc on voit bien les lésions fibrosantes qui évoluent depuis un an. Et voici la question. Quel niveau d'intensité des thérapeutiques proposerez-vous aux patients? Une hospitalisation en mire, avec de l'oxygène et si besoin, une intubation. Une hospitalisation en mire avec de l'oxygène et si besoin, une intubation et de l'ECMO. Une hospitalisation en mire avec uniquement de l'optiflow ou des soins maximaux en salle de pneumologie.
Je crois qu'on va être bon. Ok. Eh bien, nous avons proposé, alors c'est à discuter, hein, comme toutes les décisions éthiques, nous avons proposé une hospitalisation en lien avec uniquement de l'oxygénothérapie au débit. Avec les arguments suivants. On a dit que les soins maximaux en salle, ça nous paraissait insuffisant car le patient était en bon état général, qu'il n'avait pas encore d'oxygène à la maison et que c'était sa première exacerbation. Mais que quand même, il avait une fibrose pulmonaire idiopathique depuis plus d'1 an, avec une mortalité à 3 mois post-exacerbation aiguë qui est de l'ordre de 70%. Et puis qu'il avait plus de 65 ans et que la greffe serait probablement pas complètement exclue, mais compromise. Donc c'est la grosse question, hein, de ces patients qu'on prend, qui arrivent en exacerbation aiguë d'une PID connue. Quand la PID n'est pas connue, que c'est de la pneumonie interstitielle aiguë, il n'y a pas du tout de discussion, il n'y a pas de limitation, sauf comorbidité autre. Quand la PID est connue, c'est vraiment la question principale d'évaluer le rapport bénéfice-risque d'une hospitalisation en réanimation. Alors dans les années 2000, il y a eu beaucoup de papiers qui ont globalement montré une mortalité quasiment de 90 à 100% des patients avec fibrose pulmonaire idiopathique hospitalisés et intubés en réanimation. On peut se demander quand même qu'avec la modification de prise en charge depuis 2000, les choses ont évolué, puisque maintenant on curarise les patients, qu'on les met en DV, et puis qu'on peut ne pas forcément les intuber, qu'on peut utiliser l'oxygénothérapie au débit seul. Que la transplantation pulmonaire a augmenté, et qu'on peut mettre de l'ECMO en bridge de cette transplantation pulmonaire. Ceci étant, malgré ces améliorations sur les 20 dernières années, l'étude la plus récente sur le sujet, c'est l'étude de l'équipe d'Avicenne, qui a repris de 196 patients avec une PID connue admis en réanimation. Sur ces 196, 12 ont eu recours à l'ECMO. Parmi eux, 3 ont été greffés, 3 sont sortis vivants de l'hôpital et puis 6 sont décédés. Et ceux chez qui on n'a pas retenu l'indication de l'ECMO, 87 ont eu de l'oxygène ou de l'optiflow. Ceux-là, seulement 30% sont morts. 30 ont eu recours à de l'intubation. Sur ceux-là, 70% sont morts. Et alors ceux qui avaient recours à de l'intubation plus un autre support d'organes, que ce soit de la dialyse ou des vasopresseurs, la mortalité était quasiment de 100%. Donc les choses ont un peu évolué depuis 20 ans, notamment dans ce groupe-là, qu'on peut traiter uniquement par optiflow. En revanche, dès qu'on a recours à de l'intubation et ou un autre support d'organes, le pronostic il reste quand même très très sombre. Pourquoi la mortalité reste élevée en cas de ventilation mécanique? Probablement parce que les PID sont plus sensibles aux VILI, donc aux lésions induites par la ventilation. Ce qui nécessite une ventilation ultra protectrice si intubation. Ce qui pose vraiment la place de l'oxygénothérapie au début. Et ce qui fait discuter l'ECMO-Vichy. Donc c'est vraiment une discussion à avoir entre médecins réanimateurs, entre pneumologues, médecins traitants et avec le patient pour savoir où on place le curseur entre juste les soins palliatifs, de l'OHD en salle en réanimation, de l'intubation, voire de l'ECMO. Vous avez finalement hospitalisé Monsieur Armire, il est sous optiflow 50 litres minute, une FiO2 à 70%. Réalisez-vous une fibroscopie bronchique à ce patient. Cette fois, je vous laisse 10 secondes parce que vraiment... on va vraiment être en retard. Ok, non, eh bien, on est plutôt d'accord. On n'a pas non plus réalisé de fibroscopie bronchique à ce patient, puisque pas de bénéfice attendu, la PID était connue, et les facteurs déclenchants identifiés, puisque c'est l'embolie pulmonaire plus la pneumonie à staph doré. Et qu'on a considéré que les risques étaient très importants, même sous optiflow et évoque de remifentanil,
et puisqu'il a une fibrose pulmonaire qui évolue depuis 1 an avec des troubles de la diffusion et une possible HTAP associée. Quel traitement proposez-vous en urgence? Alors, les bolus de Solimédrol, le Solimédrol seul, les échanges plasmatiques, la pyrphénidone, les bolus de Solimédrol plus l'endoxan. Ouais, je vous laisse encore 3 secondes. Ouais. Bolus de Solimédrol. Pour la majorité, c'est ce qu'on a fait également. Il n'y a pas de preuve dans la littérature, mais c'est les recommandations actuelles, puisque c'est l'usage depuis des dizaines d'années. Les échanges plasmatiques, l'étude est en cours. La pyrphénidone, il n'y a pas de place dans l'exacerbation aiguë. Et le bolus de Solimédrol plus l'endoxan, eh bien l'étude Exafip a montré qu'il n'y avait pas de place pour l'endoxan. Donc le traitement des exacerbations aiguës de PID en réanimation, c'est essentiellement rechercher et traiter les facteurs déclenchants, les infections, la toxicité médicamenteuse, l'OAP, l'embolie pulmonaire. Et pour l'instant, les bolus de Solimédrol, plus ou moins un traitement immunosuppresseur en fonction de la PID sous-jacente. Si on est dans le cadre d'une exacerbation aiguë d'une pneumonie interstitielle commune, le Solimédrol, on reste pour l'instant le traitement de référence, mais vraiment sans preuve, et donc avec une étude en cours menée par Jean-Marc Nagache, dont on aura les réponses d'ici quelques années. Le cyclophosphamide, on a dit c'est non. Et puis les échanges plasmatiques, il y a aussi une étude en cours, enfin je crois, Pierre, tu me confirmeras, menée par l'équipe de Bichat. Voilà, je suis désolée, c'était un peu dépassé le temps. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de questions. Merci beaucoup, Aude, pour ce topo très complet sur les thérapeutiques. Moi, j'ai une petite question. Il n'y en a pas dans le chat pour le moment. Quel délai on peut se laisser pour se dire que les bolus vont marcher, et, plus ou moins la corticothérapie après 1 mg/kg? À quel moment on élargit un peu? Enfin, est-ce qu'on a un timing? Est-ce qu'on doit réévaluer un éventuel Ah, scanner? Enfin, comment vous managez ça? normalement, les corticoïdes, c'est entre 48 heures et 1 semaine. Après, comme tu l'as vu, finalement, soit on considère d'emblée qu'il y a de l'indication à un autre immunosuppresseur, quand on est dans le cadre d'une maladie non isolée, on va dire. Je vous remets ça, mais non, c'est pas là. Tac, tac. Ouais. Donc ça, là, on les met d'emblée, en fait, l'autre immunosuppresseur, parce qu'on se dit justement qu'il va falloir faire le relais avec les corticoïdes. Soit on est ici, et normalement, les corticoïdes seuls doivent fonctionner. Donc c'est assez exceptionnel qu'au bout d'1 semaine, sur une pneumonie eosinophile ou une pneumonie organisée isolée, on ait besoin de mettre autre chose que les corticoïdes. Ok. Et à ce moment-là, si on n'est pas dans ce cas-là, on réévalue le diagnostic, on se pose 2, 3 questions, j'imagine. Ah, j'ai pas compris ta question. Si on est dans le cas de quelque chose qui ne marche pas sur un premier diagnostic et que la corticothérapie vraisemblablement ne marche pas, En plus, quand on est dans ce cas-là, là, ouais, ça vous est déjà arrivé ou c'est... non, moi, Ah, ouais, sur ces cas-là, vraiment, ça nous est jamais arrivé. Ok. Non, là où on est en échec de traitement, en général, c'est les autres, c'est la pneumonie Ouais. médicamenteuse, ça peut être la connectivite ou l'hémorragie intra-alvéolaire, mais en général, d'emblée, on a mis, en plus des Ouais. corticoïdes, on a mis les autres immunosuppresseurs donc en général, ce qu'on discute, c'est rajouter des échanges plasmatiques ou des Ouais. immunoglobulines. Ok. Ou alors, vraiment, on considère qu'on est en échappement au bout de 48-72 heures et on se dirige plutôt vers de la greffe. Ouais, Ouais. ça marche. Merci. Mmh. Et par Ouais. contre, là où ça se pose, c'est quand on met des corticoïdes dans l'exacerbation aiguë de la FPI. Et à ce moment-là, oui, on peut se dire, on se laisse jusqu'à 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, si on n'a pas de réponse, on s'oriente plutôt vers du soin palliatif. Ok, ça marche.
Tu avais une J'avais question, une Alexandre? question, ouais. C'est pour rebondir sur le cas, ton deuxième cas clinique, Oui. donc l'exacerbation aiguë sur la FPI. C'est vrai qu'il y a une embolie pulmonaire, il y a une infection à staphylocoque, et que c'est un patient en bon état général. Alors la réponse à la question: «Est-ce qu'il fallait l'intuber ou pas?» pour toi, c'était non, et tu nous as démontré effectivement que son pronostic, il était probablement très péjoratif. Mais est-ce que, il n'y a pas des situations où comme ça vaudrait le coup quand même, chez un patient en bon état général, même s'il y a une exacerbation aiguë de PID, de se laisser le temps de traiter le facteur déclenchant, heu sous ventilation mécanique, malgré sa sensibilité plus particulière, aux lésions de Willy. Heu, voilà, c'est un Oui. peu, Si, le si, là, vraiment, tous les mots sont importants. Alors, je suis passée un peu vite parce que j'avais pas le temps, mais en fait, on peut, ça avait été une exacerbation aiguë d'une PI de connectivite, par exemple, on aurait choisi la solution A, on aurait dit oui, on va jusqu'à l'intubation. Parce que non, mais même dans le cas le pro, de la FPI, hein. Même bah, dans la le cas de la FPI, FPI, vraiment, c'est pour toi, une FPI, qui évolue depuis un certain temps, même s'il est en ouais, bon état général, on peut pas se laisser, un peu de temps pour traiter une infection, une embolie pulmonaire en ventilation bah, mécanique. franchement, ils meurent tous, hein. D'accord, OK. Ouais, Non, sur mais c'est clair enfin, sur c'est vraiment la c'est ce papier-là et non, non, la FPI qui évolue déjà depuis un an ou deux, c'est pas l'exacerbation aiguë qui révèle une FPI, hein. Mm. mmh. On en a Oui, bien quasiment sûr, pas, ouais. ceci dit. Euh, ça arrive, c'est exceptionnel, mais ça arrive. Mmh. Si le patient il est déjà suivi depuis un an, enfin un an, c'est déjà beaucoup hein, dans l'évolution d'une Ouais. FPI, hein. OK. Merci pour ta réponse. On a 2 questions dans le chat. Oui, des questions dans le chat. Sherifa qui demande si la corticothérapie doit être prolongée après hospitalisation à des doses décroissantes. Oui, ça après, c'est plus La les prise en pneumologues charge qui disent derrière, ça que oui, bien moi, sûr. mais oui, oui. Enfin, je sais pas sur quelle pathologie elle parlait, mais Je l'imagine sur la FPI, mais ouais. Ah, bah, dans tous les cas, on n'arrête pas brutalement, bien sûr. on décroît progressivement, ouais. Et Thomas qui demande, dans le cadre du second cas clinique de la FPI, l'introduction de la corticothérapie est à initier dès J1 ou est-ce qu'on attend 48 heures d'antibiothérapie efficace étant donné qu'on avait le facteur infectieux qui l'a décompensé? Alors nous, ça faisait déjà 48 heures qu'il avait l'antibiotique, donc on a débuté d'emblée. Après, sinon, oui, si c'est, alors, je dirais 24 heures. C'est entre 24 et 48 heures. Parce que on sait que ça peut être un trigger. En fait, ça dépend à quel point on pense que c'est que la part de la décompensation est vraiment de la pneumonie pure ou si c'est juste le trigger qui crée l'exacerbation de fibrose. Mais globalement, 24 heures, quoi. Pas beaucoup plus Ok. que 24 heures. Ok, et dernière question, après on passera au topo suivant. L'intérêt de maintenir les antifibrosants en cas d'exacerbation aiguë de FPI. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de données là-dessus, hein. Je pense que s'il peut continuer à prendre Peros, on leur laisse. Je sais pas s'il y a un grand gain. Ok. Et ben merci beaucoup pour le topo et puis les réponses, Aude. Merci. Très intéressant. Merci, super topo, merci. Et donc, pour cette dernière partie de ce webinaire, je vous propose, d'accueillir du coup le docteur Bunel, qui est praticien hospitalier dans le service de transplantation, pulmonaire à l'hôpital Bichat, et donc il va nous parler, de ce traitement très particulier, de son organisation en France, ses indications et ses particularités, en réanimation, des situations finalement très rares, qui qu'on vient de connaître. Merci, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, est-ce que Aude, tu peux départager pour que je puisse. Alors, j'ai aussi deux écrans, donc je vais essayer de m'inspirer de ce qu'a fait Aude pour que ça marche. Euh, est-ce que ça marche pour vous, ça? Ouais, ça fonctionne. Ah. Et là, vous voyez. N non, là, on voit ton mode présentateur. Donc, Ok. comme, Aude, je te propose de, enlever ton partage,
Et puis, mettre ton diapo en mode présentateur, puis secondairement partager la slide, qui, est, en plein écran. Ce que j'ai essayé de faire, mais Parce ça que là, tu es marche. toujours en mode ah bah, là, ça c'est OK. Bon, là, oui. C'est bon. Là, c'est OK. Bah, ouais, bidouillé. Ok, bah, on y va alors. Bah, merci à tous. Merci à la JPE2 et à l'ingénieur pour l'invitation. Je suis donc content de vous parler d'un traitement qui est assez particulier, effectivement, qui est la transplantation pulmonaire. Et j'ai prévu de vous parler d'abord un peu de transplantation pulmonaire de manière générale, parce que je pense que vous n'avez pas forcément tous beaucoup de notions. En tout cas, c'est quelque chose d'assez rare qu'on ne voit pas partout. Et donc, je pensais que c'est important de faire un petit tour d'horizon d'abord sur la greffe en France, les critères de super-urgence de manière générale, et après on se focalisera sur la fibrose et on parlera un peu de comment gérer ça en réanimation, mais c'est effectivement des situations assez rares que Aude a commencé un peu à évoquer. Donc rapidement, pour vous fixer quelques chiffres, c'est la transplantation pulmonaire en France, on a l'habitude de dire 350 greffes, c'est plutôt 300 greffes depuis le Covid, hein, et on n'est pas tout à fait encore remis. C'est 9 centres de transplantation en France, avec 3 centres franciliens, Foch, Bichat et Malalon pour les Parisiens. Et puis, vous voyez que c'est réparti sur le territoire avec un vide important dans le nord, en Normandie, et dans le centre de la France. Les indications de transplantation pulmonaire, elles évoluent avec le temps. Là, je vais vous présenter pas mal de diapositives de l'Agence de biomédecine. Là, c'est des indications de greffe. Donc, vous voyez qu'en 2022, la fibrose pulmonaire en rouge devient la première cause de transplantation en France, comme c'est déjà le cas aux États-Unis depuis quelques années. Et vous voyez sur la courbe jaune, c'est l'autre courbe intéressante, c'est la mucoviscidose qui disparaît quasiment des indications de greffe du fait de nouveaux traitements que vous avez peut-être entendu parler, qui ont vraiment révolutionné le pronostic de cette maladie. Et puis en bleu, bah, nos patients BPCO qui restent stables et qui représentent là, maintenant la deuxième cause. Si on regarde les indications d'inscription sur liste, donc on a un an d'avance, on va dire, on voit que cette tendance se confirme et que les fibroses sont la première cause d'inscription sur liste d'attente en France. Donc, je vais juste vous parler un tout petit peu du parcours de transplantation. La première étape, c'est que le pneumologue traitant nous adresse le malade en centre de transplantation. À ce moment-là, il va y avoir une évaluation pré-greffe qui va peser la balance bénéfice-risque, hein. Plus le patient est grave, plus il va avoir le bénéfice de la greffe. Plus il y a de comorbidité, plus on va avoir de risques. Et quand adresser les malades, pour la fibrose en tout cas, je vais me focaliser là-dessus. Toutes les pneumopathies de selles communes sous traitement antifibrosant doivent être adressées à un centre de transplantation et vues au moins une fois. Dès qu'une CV est inférieure à 80% ou une DLCO inférieure à 40%, dès qu'il y a une évolutivité de la fibrose, que ce soit sur les EFR ou sur le scanner, les patients qui ont une fibrose sous oxygène. Pour les piles inflammatoires, on se laisse la chance d'un traitement médical, mais s'il y a une progression sous traitement, on aime bien les voir assez rapidement. Et on veut les voir plus rapidement s'il y a une forme familiale, il y a une mutation des télomères par exemple, ou une connectivite, parce que c'est des patients pour qui le bilan va être un peu plus compliqué, et donc il faut qu'on ait un peu plus de temps. Pour inscrire, on va en parler après. Une fois qu'on les a vus pour cette première consultation, on va faire un bilan pré-transplantation qui va donc essayer de peser la balance bénéfice-risque. Et on va s'attacher également à 3 principes. Le principe d'utilité et d'efficience, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser les greffons à bon escient pour des patients chez qui on a de bonnes chances d'efficacité. Les principes de justice et d'équité, il faut que chaque patient puisse avoir les mêmes chances d'être greffé. Et respect de la volonté des personnes. Et donc ça implique de bien informer les patients sur ce qui les attend après la greffe. Et donc les objectifs du bilan après greffe, ils vont être triples: évaluer la gravité des malades, avec un bilan surtout centré sur la respiration et la rapidité d'évolution, la qualité de vie vont être des éléments importants. Rechercher les contre-indications, principalement cardiovasculaires et infectieuses, mais également carcinologiques, et informer le malade sur la greffe, sur les bénéfices-risques, mais également sur les contraintes post-greffe. Et finalement, bah, plus le malade est grave, plus il va bénéficier de la greffe. Donc ça répond à une question de justice et d'équité. Plus il est comorbide, moins la greffe va être lance de marché. Donc ça répond à notre problématique d'utilité et d'efficience. Et s'assurer qu'il a bien compris ce dans quoi il s'engageait, ça répond à la troisième volet éthique. Ensuite, les contre-indications, elles ont été mises à jour en 2021 dans le journal international de l'ISHLT, notre organisation internationale. Je vais les passer rapidement, mais globalement, les contre-indications absolues, les feux rouges, comme on les appelle, c'est un cancer,
une infection non contrôlée, une dysfonction majeure dans notre organe, notamment cardiaque, rénale ou hépatique, et une toxicomanie. Ensuite, vous avez les feux oranges, plus de 70 ans, une infection complexe à traiter, une dysfonction modérée dans notre organe, une obésité morbide ou une dénutrition, et puis le fait d'être une regreffe va être aussi un facteur de mauvais pronostic, et donc il ne faut pas accumuler les feux oranges, et puis les feux jaunes, on va dire. Là, c'est des facteurs de mauvais pronostic, mais qui peuvent éventuellement s'accumuler, mais pas de manière trop importante. Le fait d'être entre 65 et 70 ans, la dysfonction modérée dans notre organe, mais avec des degrés de gravité un peu moins importants que ceux d'avant. Le fait d'avoir une antécédent de chirurgie thoracique, et notamment de talcage, qui peut être même une contre-indication dans certaines équipes. La présence, le fait d'être sous ventilation mécanique, et ça, on va y revenir. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas associer trop de comorbidités pour optimiser les pronostics post-greffe. Une fois qu'on a fait tout ce bilan, on va discuter du patient en RCP transplantation avec en général une triple équipe ou quadruple équipe, anesthésie, réanimateur, chirurgien, pneumologue. Et toute la question dans la fibrose, ça va être la question du timing d'inscription. La fenêtre de greffe pour la fibrose pulmonaire idiopathique, notamment, qui est la forme la plus fréquente des piles idiopathiques, va être assez étroite. On a une fenêtre temporelle avec l'âge du patient. C'est des patients qui vont avoir souvent une fibrose à un âge avancé. On sait qu'au-delà de 60 ans et surtout 65 ans, on va augmenter beaucoup le risque de mortalité post-greffe. Donc, on n'a pas toujours très longtemps pour les greffer. Puis, il y a une fenêtre de greffe en fonction de l'évolution de la maladie. Vous avez ce diagramme-là qui a été mis à jour récemment, mais qui est connu dans la fibrose. On a des patients qui sont rapidement progresseurs, des patients qui progressent lentement, et puis des patients qui vont avoir une phase de stabilité, puis une progression lente, avec toujours le risque d'exacerbation aiguë, qui vont précipiter le malade dans la gravité, avec parfois une récupération et une stabilité, parfois pas de récupération. Donc notre objectif, ça va être de les greffer avant cette exacerbation, pas trop tôt non plus, parce que s'ils peuvent avoir un an ou deux sans oxygène et à profiter de leur famille, ça peut être quelque chose d'envisageable et d'intéressant pour eux, d'autant plus que la greffe reste quelque chose de risqué dans cette pathologie-là, on va le revoir. Et donc, quand on inscrit les malades, on inscrit les malades qui évoluent, avec une évolution du scanner et surtout des EFR, avec une évolution de la CV ou de la DLCO sur les 6 derniers mois. Des patients qui désaturent au test de marche, ou une aggravation du test de marche sur les 6 derniers mois. Des patients qui ont une hypertension pulmonaire ou des patients qui sont hospitalisés pour l'exacerbation. On vous a bien montré dans les topos précédents que c'est un élément majeur de pronostic. Ensuite, le patient attend sur liste. Et donc, l'attente, c'est quelque chose d'actif, et donc il faut qu'il reste en forme. C'est pour ça que je vous ai bien un petit sportif, éventuellement avec de la réhabilitation respiratoire, y compris pour les patients avec une fibrose, pas seulement pour les BPCO. Et si pendant la période d'attente, il s'aggrave, et ben on a la possibilité en France d'avoir une procédure de super urgence. Et donc, cette procédure de super urgence, elle concerne les patients sous ventilation invasive, les patients sous ECMO et les patients sous menace de ventilation invasive, avec des critères qui sont définis par pathologie. Pour les mucoviscidoses, les dilatations des bronches, c'est un critère d'hypercapnie, plus de 80 de capnie malgré 18 heures de VNI, donc c'est assez costaud, hein, pendant plus de 72 heures normalement. Pour les fibroses, il faut avoir moins de 90% de saturation sous 12 litres d'oxygène. En pratique, c'est des malades qui sont maintenant sous Optiflow. L'Agence de biomédecine n'a pas encore mis à jour ces critères-là. Et pour l'hypertension pulmonaire, c'est des critères hémodynamiques après traitement médical optimal. Il faut, pour être éligible, que les patients aient un état clinique compatible avec une greffe pulmonaire, évidemment, qu'ils soient monodéfaillants respiratoires, qu'il n'y ait pas d'infection systémique, donc pas de contre-indication à la greffe en dehors du caractère aigu et de la réanimation. Les super urgences en France, c'est environ, vous regardez le chiffre encadré là, 24% des greffes en 2022, entre 15 et 25%, on va dire, selon les années, avec une légère augmentation là, sur les 2 dernières années, mais ça reste contenu. Pour ceux qui ont suivi un peu la greffe cardiaque, il y avait un système identique, et le système s'est emballé. Ils sont mis à faire plus de la moitié des greffes en super urgence, et donc du coup, après, le système perd son intérêt, et ils sont passés à un score sur les dernières années. Et donc, après l'appel de greffe, des petites notions de survie post-greffe que je vais vous donner, parce que ça permet de bien comprendre. C'est pas pareil du tout d'être greffé pour une fibrose ou pour une mucoviscidose. C'est des données brutes, donc ça prend pas en compte forcément l'âge des patients, hein. C'est sûr qu'on a plus de chances de survivre, quoi qu'il arrive, quand on a une mucoviscidose à 25 ans qu'une fibrose à 65 ans. Mais même sans prendre ça en compte, vous voyez qu'il y a une survie bien inférieure pour les fibroses.
qui ont une survie à 1 an de 70% versus 85% pour la mucoviscidose et 82% pour les BPCO. Donc ça, c'est un élément qu'on va prendre en compte. L'autre élément, c'est la survie liée au fait d'être greffé en super urgence. Dans cette étude française multicentrique, là, qui reprenait des patients entre 2007 et 2015, vous voyez qu'il y a une survie, c'est la courbe en pointillé, la health, c'est super urgence, une survie qui va être bien moins bonne chez les patients greffés en super urgence que chez les patients greffés en tour normal, avec un autre ratio à 1,32 en analyse multivariée. Est-ce que transplanter un patient pulmonaire qui est déjà en réanimation, c'est un facteur de risque? Oui, le registre international, la DSHLT, sur 53 000 malades, quand ils analysent la mortalité à 1 an, le fait d'être greffé sous ventilation mécanique, c'est un facteur de risque de mortalité à 1 an. Le fait d'être transplanté alors qu'on est hospitalisé, c'est aussi un facteur de mortalité à 1 an indépendant. Lorsqu'on regarde la mortalité à 10 ans, ces facteurs restent valables. Et là, sur le dernier rapport de 2023, on voit que le fait d'être ventilé avant la greffe va augmenter le risque de mourir de 30%. Et le fait d'être sous ECMO va également être une petite augmentation du risque de mortalité post-opératoire. Au passage, je vous remets ce qui était vrai dans le registre français est vrai aussi à l'international. Le fait d'être greffé pour une fibrose pulmonaire idiopathique augmente la mortalité par rapport à une greffe pour BPCO. Donc ensuite, comment ça se passe quand on a un patient quand est-ce qu'on évoque cette thérapeutique chez un patient qui est en réanimation? Il y a deux grands cadres. Il y a un patient connu du centre de transplantation et un patient non connu du centre de transplantation. Encore faut-il que le patient sache vous le dire, ce qui peut être un problème, mais on va partir du principe que vous avez l'information. Pour un patient d'abord connu du centre de transplantation, c'est la solution, on va dire, un petit peu plus simple. Donc, est-ce que le patient est inscrit sur liste? S'il est inscrit sur liste, il faut discuter de la superviveance. S'il n'est pas inscrit sur liste, il faut qu'on voit pourquoi est-ce qu'il n'est pas inscrit. Est-ce qu'il y a une contre-indication sur le bilan ou est-ce qu'il était juste dans une phase de stabilité où on attendait l'aggravation? Si le bilan n'est pas complet, on peut discuter de la faisabilité de la greffe. Si le bilan était complet et qu'on attendait juste l'aggravation, ben, elle est là et donc il faut discuter de la super-urgence. Il faut par contre vérifier, donc ça c'est plutôt le côté gravité de notre balance bénéfice-risque. Le côté comorbidité, est-ce que le fait d'être en réanimation n'apporte pas des contre-indications à la greffe? Donc, est-ce qu'il y a une contre-indication qui est liée à l'épisode aigu? Est-ce qu'il y a une infection sous-jacente qui est en cours de traitement, une pneumonie à Covid par exemple, au hasard, qui contre-indique la greffe en aigu? Est-ce qu'il y a une complication cardiaque, une embolie pulmonaire ou autre, qui contre-indique la greffe en aigu? Est-ce qu'il y a une contre-indication qui est liée à la réanimation en soi, indépendamment de la cause de l'aggravation? Ça peut être une exacerbation de fibrose, mais le patient est intubé, ce qui va augmenter peut-être le risque. Il y a une complication infectieuse, une PAVM, ou une infection de KT, une complication vasculaire avec une thrombose. Ou éventuellement à des conditionnements, il y a une hospitalisation en réanimation ou une hospitalisation préalable à la réanimation. Donc ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte dans la discussion. Si on pense qu'il y a une indication de superurgence, il faut transférer le malade vers un centre de transplantation le plus rapidement possible pour qu'il soit sur place pour une éventuelle pose d'ECMO, par exemple, si des choses s'aggravent. Et éviter le transfert sous ECMO, qui est toujours un élément difficile. Donc votre patient en réanimation, il va en général être sous masque à haute concentration ou plutôt maintenant sous oxygène nasal à haut débit. Et en cas d'aggravation, on va avoir deux possibilités, soit l'ECMO, et plutôt l'ECMO vigile, soit le patient intubé, ventilé, et dans ces cas-là, souvent curarisés, qui sont souvent durs à ventiler. L'intérêt de l'ECMO, les complications de l'ECMO, ça va être des complications vasculaires, un risque infectieux au point d'insertion, un risque de thrombose et peut-être un surrisque immunologique. À l'inverse, l'intubation et la curarisation, on a un risque plus important de déférence d'organes extra-respiratoires, d'infections associées aux soins, de complications vasculaires, de polyneuropathie de réanimation, de délirium, etc. Et donc, on va plutôt préférer la partie gauche de l'écran et l'ECMO vigile. Et je vais vous montrer un peu pourquoi. Sur les premiers papiers, c'est une étude de l'équipe d'Hanovre en Allemagne, qui est la plus grosse équipe en Allemagne, qui avait pris 100 patients candidats à transplantation intubés ventilés. Il est intéressant de voir qu'ils en extubent quand même 5 et que sur ces 5, il y en a 3 qui sont greffés dans un deuxième temps, mais peut-être dans de meilleures conditions qu'en aigu, en greffe, en réa. Un patient qui guérit, qui était une granulomatose de Wegener, et puis un patient qui finalement refuse la greffe une fois qu'on lui demande son avis. Et donc ça, c'est quand même un élément important par rapport à nos principes éthiques. Et donc, c'est toujours compliqué de greffer quelqu'un qui n'est pas d'accord, ou pour lequel on ne sait pas s'il est d'accord. Voilà. Et donc, sur ces 100 malades, ils en greffent 60.
et les 60 qui greffent, bah, vous voyez qu'ils survivent beaucoup mieux que les 40 qui ne sont pas greffés. Alors, c'est toujours, donc les 40 qui sont décédés sur la liste d'attente. Donc, il vaut mieux être greffé que pas greffé. Par contre, quand on compare ces patients transplantés, ventilés, à une cohorte de contrôle du même centre chez des patients qui ne sont pas ventilés, bah, par contre, le pronostic est beaucoup moins bon quand on est transplanté sous ventilation mécanique. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que 26% des patients étaient intubés dans un autre hôpital sans bilan pré-greffe et rapportés dans le centre de greffe. C'est un sujet qui peut être discuté. Ils étaient intubés pas très longtemps, un jour en médiane, et qu'une décision d'équipe partagée, le chirurgien n'est pas d'accord avec l'anesthésiste ou avec le pneumologue, induisait un moins bon pronostic du malade. Donc, c'est des malades compliqués pour lesquels il faut vraiment un consensus d'équipe très fort. De manière générale, c'est quand même mieux d'avoir un consensus d'équipe pour ces techniques, mais là, c'est particulièrement vrai pour ces malades-là. Donc, l'autre solution, c'est l'ECMO. J'ai mis un petit rappel s'il y a des pneumologues qui n'ont pas encore fait leur stage de réa. Il y a deux techniques d'ECMO, l'ECMO véno-veineuse, où on va remplacer globalement les poumons, on prend du sang veineux, on l'oxygène et on le recrache dans une veine, ou l'ECMO véno-artériel, on va remplacer le poumon et le cœur avec une restauration d'une pression artérielle en restituant dans une artère. Lorsque les études qui s'intéressent à l'ECMO dans la greffe, une première étude qui compare l'ECMO à l'intubation, et là, il compare d'emblée l'ECMO éveillé. Je ne vous ai pas mis les études plus anciennes où c'était des ECMO où les patients étaient endormis. On voit qu'être greffé sous ECMO éveillé, c'est un meilleur pronostic que être greffé intubé ventilé. Et donc l'ECMO éveillé, ça peut ressembler à ça. Après, c'est des photos pour les articles. En pratique, souvent, c'est les patients qui restent quand même dans leur lit ou au fauteuil. Mais ça permet quand même de faire de la kiné, de manger, de discuter et d'avoir des patients qui vont être en meilleur état général et qui vont attendre la greffe dans de meilleures conditions. Lorsqu'on compare l'ECMO éveillé et l'ECMO endormi, dans cette étude coréenne, où ils avaient regardé 226 malades greffés, 64 avaient une ECMO en bridge, dont 25 avaient une ECMO éveillée, et on a un meilleur pronostic post-greffe, une meilleure survie pour les patients qui ont une ECMO éveillée versus ceux qui étaient endormis. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est les autres cofacteurs dont on a parlé avant, qui étaient on va dire les feux orange ou les feux jaunes, là. Et c'est sûr qu'avoir une ECMO à 30 ans, et donc si on a une mucoviscidose par exemple, c'est pas du tout la même chose qu'avoir une ECMO à 65 ans avec une fibrose. Et donc là, j'ai un facteur pronostic qui va s'ajouter à l'ECMO et c'est pas du tout pareil d'avoir une greffe sous ECMO à 30 ans et à 60 ans, et ça doit être un élément qui joue dans la discussion. Donc on peut résumer avec ce diagramme-là que j'ai retrouvé dans un papier de 2018. Un patient qui est candidat à la transplantation qui est admis en réa, vous allez l'oxygéner avec différentes méthodes. Soit il y a une contre-indication qui est mise en évidence rapidement et donc on va délister ce patient, le retirer de la liste s'il était déjà inscrit. Soit il n'y a pas de contre-indication absolue et on va quand même mettre en évidence des limites, des comorbidités qu'on va surveiller et on va garder le naturaliste avec une surveillance continue. Et donc l'intérêt aussi de ce diagramme, c'est je voulais insister sur le fait qu'il est possible d'inscrire le malade en super urgence et de le délister si on considère qu'il y a des contre-indications qui surviennent pendant l'hospitalisation. C'est toujours très difficile à faire pour nous parce qu'une fois qu'on s'est lancé dans le processus et qu'on a dit au malade qu'on attendait le poumon et que le poumon n'arrive pas à arrêter pour une bactériémie ou pour un malade, une bactériémie c'est plus facile, mais pour un malade par exemple qui perd du muscle, c'est toujours difficile. Et donc, il faut savoir le faire pour éviter des suites post-opératoires qui vont être catastrophiques avec des suites en réanimation qui peuvent être compliquées avec des hospitalisations très longues et un pronostic effroyable. Ça, c'est pour le patient qui est connu du centre. Un patient non connu du centre de transplantation, c'est une question plus compliquée. Il y a probablement des divergences d'équipe sur l'attitude. Je vais vous proposer ma vision des choses, mais qui peut être débattue. Il y a deux grandes situations, l'entrée dans la maladie ou l'aggravation d'une binose connue, mais pour lequel il n'y a pas encore eu de bilan. Moi, à Bichat, on est plutôt sur cette politique-là qui avait été décrite dans cet article de Chest. Le patient qui pourrait bénéficier d'une transplantation arrive en réanimation, il n'est pas connu. On évalue s'il a déjà été vu par un transplanteur, s'il a eu un bilan pré-greffe. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un candidat à la greffe. S'il a déjà été vu, on vérifie qu'il n'a pas de comorbidité surajoutée qui ferait que la greffe
en urgence sous ECMO serait trop risqué. Donc, un malade qui aurait pu être greffé en temps normal, mais qui a un BMI supérieur à 30, ou qui aurait pu être greffé en temps normal, mais qui a plus de 60 ans, 65 ans, on peut discuter des âges. Là, en 2016, on greffait des patients un peu moins vieux. Ça va être une comorbidité supplémentaire qui s'ajoute à l'ECMO. Et comme je vous l'ai montré sur le diagramme d'avant, bah, si on rajoute trop de comorbidités, trop de facteurs de risque, eh bien, ça complique les choses. Un élément important à cet endroit-là, c'est qui est candidat à la transplantation. Et ça, j'ai pas pu trop développer, mais notamment dans les pneumopathies Covid et les SDRA, il y a un sujet là-dessus. Il faut un bilan diagnostic complet. Ça, vous l'avez vu grâce à Pierre. Une prise médicale optimale, vous avez vu grâce à Aude. Et ensuite, il faut une expertise entre pneumo et réa pour quelle est la réversibilité de cette maladie sous traitement médical. Et donc, on sait qu'il y a certaines pathologies qui vont répondre au traitement médical, d'autres non, et d'autres, on a une incertitude. Et aller proposer la greffe si on a une chance de guérison sans la greffe, c'est vraiment dommage. Et donc, c'est toujours ça, ça c'est une question qui est difficile à trancher parfois. Et donc, on va, pour la PID aiguë, avoir souvent un traitement médical qui va marcher, mais ça dépend un peu de la cause de la PID. Alors, une exception qui confirme la règle, il y en a d'autres, hein, mais je vais prendre, c'est la PID des dermatomyosites anti-MDA5. Euh, il y a d'autres formes d'exception, mais celle-là, elle est assez caricaturale parce que c'est souvent des patients qui rentrent dans la maladie par une exacerbation. En tout cas, c'est une forme, c'est assez classique, ou qui ont une aggravation très rapide, même si on a fait le diagnostic, pour lesquels les traitements médicaux sont assez limités. Donc, dans cette étude francilienne, on avait pris les patients entre 2013 et 2021, hospitalisés en réa et mis sous ECMO pour une PID liée à une dermatomyosite anti-MDA5. 8 patients avaient un diagnostic avant l'ECMO, et donc il y avait 7 patients pour lesquels on n'avait pas de diagnostic, et donc qui étaient finalement mis sous ECMO en pont vers un diagnostic. Et donc ça, c'est important parce que en fonction du diagnostic, on a des traitements qui veulent être plus ou moins efficaces, et donc ça peut permettre de réfléchir pour des patients jeunes notamment. Et 2 des ECMO étaient posés d'emblée dans une optique de transplantation. 5 patients sont transplantés, 10 pas transplantés, les 5 patients transplantés survivent, les 10 patients non transplantés ne survivent pas, avec un biais de sélection majeur dans l'équipe, dans l'étude, puisqu'on est en rétrospectif, et donc on ne sait pas exactement ce qui a fait qu'on n'a pas transplanté les 10 malades non transplantés, mais on peut imaginer qu'ils avaient des comorbidités. Ce qu'on retrouve dans l'étude, c'est qu'il y a 2 patients récusés pour obésité insuffisance rénale ou pour coronariopathie, et les 8 autres patients, on a considéré qu'ils avaient un espoir de guérison sous traitement médical et que la greffe n'était pas une solution à la phase aiguë, mais ça peut discuter. On a un follow-up qui est assez court pour se satisfaire complètement de cette survie de 100%. On sait que chez ces malades-là, ça peut être compliqué. L'autre élément, c'est qu'il y a 2 patients vigiles consentants sur les 5, et les autres, on a eu l'accord de la famille et de la personne de confiance. Mais on peut considérer que c'est un problème et que c'est un risque après d'une greffe qui ne se passe pas très bien, avec des problèmes d'observance thérapeutique notamment chez ces patients-là. Et donc, cette attitude-là de greffe en aigu d'une PID non connue du centre, c'est une étude qui est très discutable, qui est une expertise de centre, et on regarde des études différentes d'un centre à l'autre. C'est à mon avis à garder pour des patients jeunes, avec comme un bilan pré-greffe minimal qui doit, à mon avis, comporter un scan TAP, une coronarographie pour des patients qui ont des facteurs de risque, et un TAP scanner notamment quand il y a une ambiance de dermatomyosite qui peut être paranéoplasique. Et la question du consentement reste entière et pas facile à trancher. Pour ces cas très particuliers, il y a des RCP nationales d'urgence qui peuvent se mettre en place en peu de temps sur sollicitation, en collaboration entre les pneumologues et les internistes. Vous pouvez donc contacter, si vous avez un cas comme ça, ces RCP nationales, et on donne un avis, enfin, les experts donnent un avis sur le traitement, sur la prise en charge médicale et sur la pertinence ou non d'un projet de greffe. Alors, en conclusion, la transplantation pulmonaire pour fibrose en réanimation combine plusieurs facteurs de mauvais pronostic, et donc est possible chez des patients déjà inscrits ou évalués pour la greffe, plus difficile à envisager pour des patients non connus du centre. On peut discuter au cas par cas, et le conseil, c'est plutôt un contact précoce du centre de transplantation pour une discussion collégiale, que le patient soit connu ou pas connu, pour être sûr de ne pas passer à côté de cette thérapeutique qui est risquée, mais qui peut être très bénéfique, évidemment, pour des patients qui sont particulièrement sévères. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je peux prendre des questions. Super. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors, j'avais
peut-être une question. Donc tu disais, pronostic, ECMO plus ventilation mécanique, c'était des études, plus anciennes. Le pronostic, il est très, très grave. À partir de combien de temps on peut considérer en ventilation mécanique, est-ce qu'il y a une durée, de ventilation mécanique au-delà de laquelle on sait que le pronostic il va être vraiment très péjoratif et que ça ne vaut plus le coup, d'aller, vers la transplantation? Où, il y a pas réellement de délai, ça va vraiment plutôt dépendre des caractéristiques du patient, de la cause et cetera? Je pense que ça dépend un peu du patient et des habitudes d'équipe. Nous, je sais qu'on ne faut jamais dire jamais, parce que c'est quand même que des cas particuliers, ces patients-là, hein. Donc, c'est compliqué de faire des généralités, mais la politique, par exemple, à Bichat, c'est de ne pas greffer des malades intubés. Zéro, quel que soit le. Après, s'il vient d'être intubé, ça, on peut discuter, mais le problème, c'est qu'une fois que tu l'inscris sur la liste d'attente, tu ne sais pas combien de temps il va attendre. Et donc, à partir du principe que tu peux pas. Si tu dis que c'est 48 heures ou 72 heures, tu peux pas l'inscrire en disant j'attends un greffon pendant 3 jours et après je le désinscris. C'est compliqué d'avoir cette attitude-là. Donc, la logique, c'est vraiment maintenant d'essayer de leur mettre l'ECMO vigile et qu'ils ne soient pas intubés. C'est vraiment ça là, qui Mmh. doit être la priorité. Et quand on sait qu'il y a un projet de greffe et qu'on voit que le malade s'aggrave, si on sait qu'il y a de toute façon la greffe derrière, ça peut être intéressant de mettre l'ECMO assez rapidement si on voit qu'il est sous optiflow à des hauts débits. C'est pas la peine d'attendre l'aggravation. Et c'est des ECMO vigiles qui sont pas faciles à mettre, hein, parce que c'est des maladies hypoxémiques, on a du mal à allonger parfois, de mettre en éculisses dorsales. Et donc, c'est mieux à faire ça, de faire ça en journée que de garde tout seul par le chef de clinique. Mmh. Donc, c'est des décisions qu'il faut prendre en journée, ça. OK. Oui, c'est vrai que ça Après, je sais qu'il y a des c'est cliniques qui c'est acceptent de des malades intubés, hein. C'est pas un crime. C'est juste qu'on prend un peu plus de risques de PAVM et de complications extra-respiratoires. Et donc, faut mesurer. Sur des patients jeunes, ça peut tout à fait discuter, hein. mmh. C'est plus difficile peut-être à mettre en œuvre, chez des patients qui ne sont pas connus du centre de transplantation et dont c'est un diagnostic initial. On va tester le traitement médical, en première intention et puis, voir comment ça évolue. Bon, c'était la 2e partie de ton topo. Hem Alors, il y a plusieurs questions quand même dans le chat. Coraline nous demande si, il n'y a pas de possibilité de greffe pour un patient ayant une autre défaillance d'organes, même si c'est une défaillance aiguë avec une cause curable. Finalement, est-ce que, c'est vraiment une contre-indication, absolue, ou si finalement cette défaillance, si elle est réversible, à ce moment-là, on pourrait mettre entre parenthèses cette, contre-indication? Le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle soit curable avant la greffe, parce que partir sur un bloc de 6 ou 7 heures avec déjà, on peut anticiper des saignements, des problèmes hémodynamiques, etc. Un malade déjà sous noradré, tu sais que tu te tires une balle dans le pied d'emblée. S'il est déjà dialysé, tu sais que ça va être compliqué. Enfin, après, c'est des facteurs de risque qui s'accumulent. Il y a rien qui dit c'est blanc ou c'est noir, mais c'est sûr que tu sais que tu pars avec des handicaps d'emblée, alors que c'est déjà quelque chose de risqué. Donc, en général, et d'ailleurs, pour le coup, l'agence de biomédecine dit bien que pour la super-urgence, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de défense d'organes. Quand on remplit la demande de super-urgence, qui est soumise à un expert indépendant d'ailleurs, hein, au passage, euh, on est censé certifier qu'il n'y a pas de défense d'organes associée. OK, merci pour ta réponse. On a d'autres questions, à nouveau. Lucie, te demande quelles sont les pathologies qui ont un risque de récidive sur le greffon? Alors, bonne question, c'est plutôt à distance, ça. La classique, c'est la sarcoïdose, qui peut récidiver sur le greffon. Euh, L'emphysème, évidemment, mais l'emphysème, malheureusement, j'ai envie de dire, récidive pas souvent parce qu'il ne survit pas assez longtemps pour faire de l'emphysème. Sauf dans un cas un peu particulier, qui est le déficit en alpha-dystrepsine, s'ils se remettent à fumer après la greffe. Après, il peut y avoir certaines pathologies interstitielles qui récidivent sur le greffon, mais c'est assez anecdotique parce qu'ils ont quand même des doses d'immunosuppresseurs après la greffe qui sont assez importantes. Et donc, si on doit en retenir deux, je pense enfin, si on doit en retenir qu'une, il faut retenir la sarcoïdose. Après, il est probable que certaines PHS ou certaines piles de connectivité puissent récidiver dans certains cas, mais c'est quand même, il y a quelques cas cliniques, mais c'est plus anecdotique. Et merci pour ta réponse. Je te propose une L'ocytose dernière l'ocytose question. peut récidiver aussi, pardon, mais si les patients refusent notamment.
Je te propose une dernière question de Max qui demande quel est le délai moyen entre l'inscription sur la liste en super urgence et la transplantation en elle-même. Alors, donc, la SU, normalement, on est censé le greffer dans les 8 jours. C'est-à-dire qu'une demande de super urgence, on est prioritaire pendant 8 jours, renouvelable une fois. Donc, ça sous-entend, ça a été créé pour des malades qui étaient censés être morts dans les 15 jours s'ils n'avaient pas de greffe. Alors maintenant, avec les progrès de l'ECMO, de l'Optiflow, etc., finalement, ils arrivent à avoir les critères et à survivre un peu plus longtemps. Mais dans l'idée, ils sont censés être greffés dans les quelques jours qui viennent, quoi. Enfin, j'ai pas le chiffre exact du délai médian, mais c'est moins de 15 jours, ça c'est sûr. Et à mon avis, plutôt moins d'une semaine. Ok. Ben, Mais merci. tu peux pas être à l'abri d'un moment où il n'y a pas de greffon compatible, s'il a un groupe sanguin rare ou autre, te retrouver dans une situation où il faut quand même attendre quelques jours. Il y a des problèmes de compatibilité et de taille aussi, de groupe sanguin, d'anticorps, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais parfois, certains malades, on va avoir du mal à trouver le greffon compatible. Et donc, dans ces cas-là, il faut être capable quand même de pouvoir attendre un peu plus longtemps. Hmm. Et merci pour ces détails, ces questions très complexes. Euh, alors, bah, merci. Je vous propose de conclure du coup ce webinaire. Merci encore aux trois orateurs d'avoir participé à notre webinaire au nom de l'Angemire et de la JPO2. Merci également aux participants d'avoir écouté jusqu'à cette heure tardive, 21 h. On a dépassé un petit peu ces super topos. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Évidemment, le webinaire a été enregistré. Il sera remis en replay sur nos sites internet respectifs. Merci à tous. Merci à tous.